beaucoup pour cette présentation si chaleureuse. Et merci à vous toutes et tous d'être présents et présentes ce soir. C'est un plaisir pour moi du coup d'introduire cette séance avec mes comparses Simon et Antoine, parce que au-delà sur c'est écrit animé par Simon et Antoine et c'est par Nashidil, comme si j'étais la conférencière qu'ils animaient seulement. Non, hein, ça ne va pas exactement se passer comme ça. On va vraiment avoir un dialogue tous les trois. Et l'expertise de Simon et Antoine sera très précieuse et on va se nourrir de nos trois expertises pour pouvoir vous proposer, on l'espère, une conférence qui fera date dans le cycle du Forum des images. Alors, pour vous recontextualiser très brièvement, le jeu vidéo, c'est un marché à plus de 300 milliards de dollars. C'est à peu près 2,7 milliards de joueurs dans le monde. Donc on n'est pas sur un marché de niche. Et en fait, dans le cadre des industries culturelles, eh bien, le cinéma arrive bien loin derrière d'un point de vue purement économique, financier, c'est-à-dire que les revenus du cinéma et plus largement, même en comptant les plateformes, on tourne aujourd'hui autour des 100 milliards de dollars, ce qui est déjà énorme, hein, mais vous voyez, on est quand même très loin du jeu vidéo. Pour autant, le cinéma a eu et continue à avoir un impact certain sur nos représentations du monde. On se représente le monde, pas uniquement parce qu'on voyage et parce qu'on visite des lieux, mais bien sûr, peut-être avant tout, parce qu'on voit ce monde-là sur nos écrans, dans nos salles de cinéma. Cet impact, il est toujours aussi important. Pour autant, le cinéma n'est plus en situation hégémonique comme il a pu l'être, et le jeu vidéo ne doit pas être laissé pour compte. Et c'est pour ça aussi que ce dialogue entre cinéma et jeu vidéo nous paraît aussi fécond. Et puis Hong Kong dans tout ça. Eh bien, ça tombe bien parce que Hong Kong est tout autant une icône cinématographique qu'une icône du jeu vidéo. Et bien sûr, chronologiquement, c'est plutôt le cinéma qui a influencé les représentations vidéoludiques. Mais aujourd'hui, il y a des échanges entre ces deux médias. Le cinéma se nourrit du jeu vidéo, le jeu vidéo se nourrit du cinéma, et notamment à travers cette métropole qui les a tant inspirés tous les deux. Et je vous propose d'ailleurs de commencer cette séance par ce prisme, afin de faire ce premier constat des allers-retours entre cinéma et jeux vidéo. Et donc, ouvrons la discussion à travers cet enjeu de l'interrelation entre ces deux industries. Si ça vous va. Bien sûr, par là-dessus. Est-ce que tu veux commencer par l'extrait, le premier extrait ? On va peut-être faire ça. Pour commencer, on va en fait juste vous présenter une confrontation de deux choses, deux éléments, donc un extrait de cinéma, suivi d'une petite séquence de jeux vidéo que je vais tenter de vous proposer en direct, qui durera quelques minutes seulement, pour vous montrer à quel point les parallèles peuvent être marqués et à quel point en fait, les deux peuvent avoir des points de convergence. Donc on va commencer par... Juste pour contextualiser l'extrait, donc pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas encore, donc on va évidemment commencer un peu en fanfare pour suivre le rythme qu'a lancé Fabien, avec Hard Boiled de John Woo, donc en 92, avec notamment la scène d'introduction donc, qui se passe dans un salon de thé, qui avant la scène était un salon de thé et qui après la scène ne sera plus grand-chose. Donc on va pouvoir lancer l'extrait numéro 1.
on vient de voir un extrait donc, de Hardboiled. Et donc pour compléter un petit peu le tableau, on va vous montrer un extrait du jeu Stranglehold, qui est sorti quelques années plus tard, et qui en fait a une grande relation de parenté, parce que du coup en fait c'est le réalisateur donc, de Hardboiled, John Woo, qui s'est associé à un studio de jeux vidéo pour réaliser la suite de Hardboiled, mais sous format jeu vidéo. Et pour ça, en fait, ils ont été réfléchir un peu à la manière dont ils allaient pouvoir retranscrire sous forme vidéoludique l'esthétique et la mise en scène de Hardboiled que vous venez de voir à l'écran. Donc on va tenter de regarder ça. Alors, moi, je vais changer de micro. Normalement, celui-là, oh, magnifique. Celui-là fonctionne très bien. Et je vais donc vous présenter, voilà, Stranglehold, qui est actuellement sur son menu de pause, qui nous présente donc la carte de police de l'inspecteur Tequila, donc qui est le même personnage que dans Hardboiled. Et donc, alors, voilà, on a une toute petite requête à vous demander, c'est d'accepter qu'effectivement, on ait un son qui va être issu directement de l'ordi. Donc voilà, ça va pas vraiment, vous n'allez pas avoir vraiment accès au son, mais on va de toute façon commenter cet extrait. Donc là, voilà, j'incarne le personnage, et on va commencer directement par une scène qui va nous mettre dans l'ambiance, avec du coup 3 personnes sur lesquelles il va falloir tirer en même temps, et ça va être possible grâce à la magie du ralenti, qui va nous permettre de nous concentrer sur une personne à la fois. Donc, je vais pouvoir me concentrer sur lui, esquiver ses balles tranquillement. Voilà, je peux même continuer un petit peu si j'ai envie, et aller tirer, dire oh là, ok, d'accord, j'ai un peu trop flex, donc je vais aller tirer maintenant sur la petite bonbonne de gaz qui se trouve à côté de lui. Lui, je vais plutôt lui faire tomber dessus ce panneau, par exemple, qui sera suivi par l'explosion de la bonbonne de gaz, et il m'en reste un. Voilà, j'ai trop fait le malin au début, donc je peux lui tirer dessus normalement. Ensuite, petite pause juste pour vous expliquer 2 secondes. Le principe de ce jeu-là, c'est qu'en fait, on va pouvoir donc tirer sur les ennemis normalement avec nos 2 pistolets, voilà, mais on va aussi pouvoir faire ça de manière très stylée, et à ce moment-là, ça va être beaucoup plus simple. C'est-à-dire que si on se jette dans le vide en même temps que de tirer, on va avoir droit à un beau ralenti qui va nous permettre de tirer de manière beaucoup plus confortable. Donc j'essaye de faire ça en direct. On se jette comme ça sur le côté, et là on peut tirer sur les ennemis librement. Voilà, donc là ça marche aussi vers l'arrière, hein. Hop, comme ça par exemple, et je vais pouvoir comme ça me déplacer et multiplier les actions, comme glisser sur les tables par exemple, ou continuer à faire des petites cabrioles comme ça, hop, pour aller tirer sur les ennemis. Alors j'ai quelques petites choses à vous montrer, ça va pas être très long. Vous voyez que au niveau de l'ambiance, c'est quand même à peu près la même chose. Là, je vais aller faire tomber ce poteau pour aller l'escalader tranquillement. Hop. Voilà, je pouvais me soigner pour ceux qui avaient peur. Et ici, on va faire un truc aussi assez cinématographique, c'est que je vais faire tomber directement cette statue, cette sculpture, enfin cette enseigne, sur tous les ennemis. Voilà, et le dernier, la petite bonbonne de gaz, on commence à connaître le principe. Donc là, il me reste quelques ennemis, hop, à aller chercher comme ça. Et j'ai une dernière petite chose à vous montrer sur le côté, voilà, mise en scène de cinéma. Je vais continuer un peu. Là, je respire un petit peu. Voilà. Pensée pour Chow Yun-fat qui doit faire toutes ses acrobaties pendant toute la durée du jeu. Il est assez acrobatique quand même. Je pense que les courbatures, ça doit y aller à la fin. Alors là, du coup, voilà, on va continuer sur notre lancée et on va avoir accès à un autre outil de mise en scène. En fait, chaque pouvoir dans le jeu est quasiment un outil de mise en scène. Et donc, ce deuxième pouvoir qu'on va obtenir, je ne vais pas vous laisser le temps de lire les explications. Hop, normalement, là, ils vont me les expliquer. Voilà, je vais passer ça tout de suite. Et je vais vous montrer directement. Donc, le pouvoir, c'est celui-là. On va vraiment bien se concentrer et on va tirer précisément dans la tête des ennemis. Donc, encore une fois, c'est un outil de gameplay très pratique pour aller abattre les ennemis, mais c'est aussi un outil de mise en scène. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin sur le jeu, sachant qu'on va pouvoir repasser sur l'autre écran, mais c'était pour vous montrer un petit peu des parallèles assez évidents qu'on pouvait tisser entre le cinéma et le jeu vidéo. Bah là, du coup, vraiment littéraux, parce qu'il y a vraiment donc, la même personne qui est à la tête des 2 projets. Oui, tout à fait. Donc, Stranglehold, il reprend à la lettre, en tout cas, il essaye de reprendre l'esthétique, notamment des polars hongkongais, et notamment celle de John Woo en particulier. Donc, tout, dans la séquence de Tea House que vous avez vue juste avant, évidemment, ce qui vous a sûrement sauté aux yeux, c'est le chaos en fait, qui se dégage de cette scène, avec tous ces débris, ces explosions, la fumée, les jets de sang, etc. On l'a vu ici aussi avec Chow Yun-fat, c'est le mouvement des différents acteurs, la chorégraphie, le posing aussi de certains personnages, l'utilisation aussi du montage. Des spécificités du montage, c'est notamment de pouvoir agencer une série d'images en mouvement A, faire un point de cut et agencer une nouvelle série d'images en mouvement B.
Et ça nous permet de faire des ellipses. On pourra en parler juste après, d'ailleurs, au niveau de l'espace, au niveau du temps. Et le problème, c'est que comment est-ce qu'on peut transférer ça vers le jeu vidéo? Alors, évidemment, il y a le ralenti qui a été mis en valeur ici, là, dans les extraits qu'a proposé Simon. Ralenti qui sera notamment popularisé en 2001, 2002, j'arrive jamais à me rappeler, avec Max Payne. Et dans une production de jeux vidéo en majorité occidentaux, on va arriver sur celui-ci par exemple, avec Jet Li. Donc Rise to Honor, on peut lancer, oui, si tu veux, Nachidi, un petit extrait. Alors, je vais parler dessus, il n'y a pas de son. Simplement pour vous montrer en fait la tentative de ce studio. Donc, c'est Sony, on est sur PlayStation 2 en 2004, et qui vont essayer de faire un espèce de jeu vidéo plutôt à la manière d'un film interactif. Donc là, on a une cinématique avec les personnages qui se déplacent, on a une tentative de caméra un peu portée. Ici, le gameplay a repris. Donc, séquence de combat, et hop, tout d'un coup, on a quelques recadrages en format cinéma, en format cinémascope, 2.39, etc. Et ce qui est intéressant avec ce jeu, c'est qu'en fait, c'est une toute petite production. Rien de bien ambitieux, qui va tenter, encore une fois, de donner une expérience, de marier la grammaire cinématographique avec les mécaniques de jeux vidéo. Et donc, on va avoir une utilisation assez fine, je trouve, que ce soit des cinématiques, au niveau du cadrage, au niveau des points de montage, de la mise en scène. C'est probablement ce que n'importe qui aurait fait s'il avait voulu filmer un polar avec Jet Li. Jet Li, flic infiltré, évidemment, dans une triade, qui va devoir retrouver une amie d'enfance, Michel, et qui va pour cela devoir notamment s'armer. On peut voir à côté, on a un écho d'une séquence qui se passe dans un hôpital, dont on parlera juste après avec Hardboiled notamment. Et juste en haut, on voit Jet Li donc, en tenue de motion capture. C'est un jeu qui est important aussi, puisqu'on est dans cette période des transferts culturels entre Hong Kong et les États-Unis, grosso modo qui s'étendrait de 1995 à 2005, donc avec le fameux trio de tête Choi Ark, Ringo Lam, évidemment j'oublie John Woo, qui vont tenter l'expérience avec Jean-Claude Van Damme. Et du côté des acteurs et des actrices, on aura Michelle Yeoh par exemple sur un James Bond, Jet Li qui va tenter l'expérience avec L'Arme Fatale 4, Cradle to the Grave et d'autres chefs-d'œuvre, et Jackie Chan qui tentera aussi avec Jackie Chan dans le Bronx, Rush Hour et Shanghai Kid, qui vont essayer d'investir le cinéma hollywoodien et aussi le jeu vidéo. Et donc là, on a Jet Li qui a prêté ses traits au personnage, qui a prêté sa voix, qui a fait les mouvements de kung-fu avec une tenue de motion capture, combats qui ont été chorégraphiés par Corey Yun. Et Jackie Chan a fait la même chose, mais avec un résultat bien moindre. Donc c'est pour vous dire qu'à cette époque, voilà, le cinéma, ce qu'on disait, essaye un peu de cannibaliser, de reprendre cette esthétique des polars hongkongaises et de la retransformer soit dans ses films. On parlait tout à l'heure de Michael Bay avec une séquence par exemple qui est reprise de Police Story dans Bad Boys 2. Et donc on va essayer de trouver comment adapter l'esthétique de cinéma, la grammaire cinématographique à des jeux vidéo. Et je me permets juste, Antoine, pour recontextualiser, parce que je n'ai pas parlé de la date de Stranglehold, mais donc Jet Li Rise to Honor, c'est sans doute peut-être aussi ce qui a pu donner le germe de Stranglehold, parce qu'en fait, il y avait cette idée de prendre l'acteur, de le filmer en motion capture, de l'intégrer dans le jeu, et Stranglehold est arrivé en fait 3 ans plus tard, en 2007, et c'était pareil, Chow Yun-fat est aussi passé par étape motion capture, donc c'est en fait finalement deux jeux qui ont suivi un petit peu la même matrice, l'un ayant sans doute inspiré l'autre. Tout à fait. Je pense qu'on peut enchaîner juste après. Et du coup, on va lancer l'extrait numéro 3. Numéro 3, oui, tout à fait. En attendant, et pour contextualiser toujours, on est sur Hardboiled en 92. Et je vais laisser les images parler pour elles-mêmes.
Alors, malheureusement, on doit le couper, le comble pour un plan séquence, mais c'est simplement pour des raisons de temps. Pour celles et ceux qui le connaissent, vous avez pu revoir cette fameuse séquence qui, en fait, était une manière pour John Woo de varier sa mise en scène. Et il s'est retrouvé dans une impasse à force d'enchaîner les scènes de fusillade, champ contre champ, explosion, etc. Il s'est demandé comment apporter une nouvelle touche. Et donc va arriver cette idée d'un plan séquence en steadicam dans cette fusillade qui se passe vers la fin du film dans un hôpital. Un lieu très spécial, un lieu très symbolique dans lequel la violence va émerger. Et donc on va avoir cette caméra à hauteur d'homme qui va embarquer le public, en particulier embarquer les personnages, et nous, public, on est captifs en fait de cette temporalité. Au début, on avait ce montage extrêmement cut qu'on avait dans la scène d'introduction du film, et tout d'un coup, on ne peut rien faire d'autre que suivre les personnages, ce que fait également la caméra. Et on va retrouver en fait cette esthétique évidemment dans le jeu vidéo, parce que dans le jeu vidéo, on a très peu de cuts, il y a très peu de montage, seulement sur les séquences, on va dire, de cinématique. Globalement, tout se passera toujours avec une caméra qui doit suivre un personnage qui se balade dans un décor. La quasi-totalité des jeux que vous avez vus dans votre vie, normalement, ont ce système de point de vue. Et donc c'est pour ça que ça nous semblait intéressant de montrer à Hardboiled, un peu comme une matrice des jeux vidéo d'action, pardon. Il va falloir remettre une séquence de fusillade, je pense. En plus, il y a celle d'après qui arrive. Et il se trouve qu'il y en a une qui arrive juste après. C'est parfait. Est-ce qu'on l'envoie ? On peut l'envoyer. Du coup, Sacha, ça sera l'extrait numéro 4, s'il te plaît. Ça manque d'explosion, tout ça. Ça a marché, je crois. Alors ici, on va parler par-dessus. Donc on a un jeu vidéo qui s'appelle Hong Kong Massacre, qui est sorti en 2019, produit par un petit studio indépendant qui s'appelle Vresky. Et ils se sont dit, on va utiliser un gameplay d'un autre jeu qui s'appelle Hotline Miami. À savoir, on a un shooter en vue de dessus et on va l'adapter avec l'esthétique, la fameuse esthétique des polars hongkongais. Qu'est-ce qui est important dans ce dispositif en vue de dessus ? En fait, c'est que ça permet au joueur ou à la joueuse de se déplacer, de gérer les déplacements de son personnage et aussi les déplacements des ennemis. Pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, si vous faites toucher une seule fois dans le jeu, vous êtes mort, il faut recommencer tout le niveau. Donc c'est important de savoir comment se déplacer, où se cacher, comment se placent les ennemis. Et en fait, ce jeu, il va avoir un petit succès, mais surtout, il va regagner en notoriété en 2023, quand il va servir d'inspiration à Chad Stahelski pour une séquence dans John Wick 4. Chad Stahelski, pareil, il se retrouve confronté au même souci que John Woo. Mon film, il dure 2h45, on voit Keanu Reeves qui fait du jiu-jitsu avec tous ses ennemis et qui tire en champ contre champ constamment, avec parfois des plans un petit peu plus longs, de 5 secondes, 10 secondes. Et il est un petit peu lassé, il a envie de changer sa mise en scène, et du coup il s'est rappelé Hong Kong Massacre, et on va tenter un fameux plan séquence, mais cette fois en vue de dessus. On va marier un petit peu les deux, John Woo avec Hong Kong Massacre. Ce qui est important ici, c'est notamment la disposition des lumières, aussi comment le décor a été travaillé pour qu'on puisse bien se repérer dans l'espace, où est Keanu Reeves, qui lui tire dessus, dans quelle salle est-ce qu'on est dans la cuisine, dans le salon. Et donc on va rajouter encore une fois cette esthétique des polars, de destruction du décor, avec là on voit les feuilles qui sont rajoutées, des miroirs qui vont se casser, avec un Keanu Reeves numérique qui est caché là dans un miroir, mais sinon c'était lui constamment. Le numérique justement, il permet d'avoir une facilité déjà au niveau de la caméra, donc on est sur une spider cam, c'est les caméras que vous voyez dans les terrains de foot, enfin sur les matchs de foot par exemple, qui nous permet d'avoir ce type de point de vue qui est très difficile à obtenir au cinéma, et également de raccorder, je dois encore couper un plan séquence, c'est terrible, qui va nous permettre de raccorder 3 séquences dans lesquelles Keanu Reeves va se balader et tirer sur tous les ennemis. Alors un plan séquence c'est pas mal si on peut avoir ce fameux tour de force esthétique, c'est encore mieux si on peut avoir un intérêt narratif. Ce qu'avait trouvé John Woo pour mettre ces deux personnages dans le même cadre, voir comment leur relation avait évolué au fur et à mesure du film. Bon là malheureusement c'est Keanu Reeves simplement qui rentre dans un bâtiment, qui tue tout le monde et qui se jette du 4e étage je crois après pour en sortir. Et donc c'est ce plan de caméra là, donc ce point de vue zénital, il a déjà été utilisé par le passé, notamment par des réalisateurs comme Brian De Palma, Scorsese ou Spielberg, et qui, là, en plus de Stahelski, rajoutait l'intérêt narratif. Pour celles et ceux qui ont Minority Report en tête, vous vous rappelez peut-être de cette séquence où Tom Cruise doit se cacher de la police, et dans un bâtiment, la police va jeter des araignées mécaniques qui vont essayer de chercher Tom Cruise, et la caméra va, comme ici, se balader de point de vue en point de vue, d'espace intime en zone intime, pour trouver Tom Cruise à la fin. Et donc, encore une fois, c'est ces fameux transferts dont on parlait entre Hong Kong et les États-Unis, entre le cinéma et le jeu vidéo, qui finalement revient au cinéma.
Et ce qui nous amène aussi à parler un peu de Keanu Reeves comme personne qui a été essentielle dans ces fameux transferts, notamment avec son lien avec Matrix, Unuping, dont on parlait tout à l'heure, il me semble. Simon, je te laisse enchaîner juste ici, sur cette présentation des différents jeux. Du coup, on a globalement fait le tour, en fait, parce qu'il y a effectivement Max Payne que tu as évoqué tout à l'heure, sur 2001, du coup, qui est venu, en fait, presque prémédité. Enfin, en fait, il est venu presque être le 1,5 entre Hardboiled et Stranglehold, en fait. C'est lui qui a donné la matrice un peu de ce que ce serait ce bullet time, donc ces ralentis, qui seraient après très récurrents dans les jeux vidéo, qui reviendront très souvent et qui seront une mécanique de gameplay aujourd'hui assez classique, en fait. Et puis le reste, effectivement, où il y a Hunter the Matrix qui prolonge un petit peu ces transferts parce que Matrix lui-même, étant beaucoup inspiré du cinéma hongkongais, du cinéma de John Woo et tout, avait cette idée de faire un film associé à un jeu vidéo. Donc on était aussi déjà à ce moment-là dans un transfert qui était prémédité. Et puis Hotline Miami, donc, qui arrive bien plus tard et qui s'enchaîne avec John Wick 4. Donc en fait, c'est quelque chose qui part. Ce qui est intéressant avec ces transferts-là, c'est que là, on arrive à tisser en fait un lien de 92 à 2019. Et ce lien, en fait, il emmène avec lui plein de cinéma et plein de jeux vidéo. Du coup, il y a quelque chose comme ça d'assez organique qui relie les deux sur la durée depuis un bon moment maintenant, en fait. Je dis, je laisse peut-être. Non, c'est que du coup, dans tout ce que vous avez dit, on a bien compris, je pense, les liens entre cinéma et jeux vidéo. Et du coup, la place de Hong Kong là-dedans, c'est-à-dire la place de Hong Kong dans le cadre de cette industrie cinématographique. Mais on a commencé donc en se focalisant sur l'industrie cinématographique. Et d'une certaine manière, Hong Kong est un peu absent de nos discussions, c'est-à-dire le territoire en tant que tel, en tout cas, n'a pas été investi jusque-là. Et dans la suite de notre discussion, on va refocaliser, on va rebraquer la caméra, si je puis dire, sur le territoire en tant que tel. Effectivement, des liens, des transferts qui sont extrêmement forts, mais maintenant, l'idée est de comprendre comment Hong Kong est mis en scène au cinéma et mis en scène dans les jeux vidéo. Le premier élément central dans cette mise en scène, c'est la verticalité de la ville. Hong Kong est une ville, vous le savez, très verticale. Et cette verticalité va être particulièrement investie dans les blockbusters hollywoodiens. Pour tout vous dire, pour Hollywood, Hong Kong est avant tout et peut-être quasi exclusivement une ville verticale. Quelques images de la manière dont on rentre à Hong Kong dans différents blockbusters. La porte d'entrée vers le territoire. Ici, par exemple, dans Lara Croft, The Cradle of Life, le berceau de la vie, de Jan de Bont, donc 2003, on va avoir une scène à Hong Kong qui ne va pas durer très longtemps. Généralement, les blockbusters hollywoodiens vont montrer Hong Kong, vont tourner un peu à Hong Kong, mais Hong Kong ne va pas être le cœur de l'action. Ça va être une partie de l'action, mais parmi d'autres. Donc Lara Croft va rester à peu près un quart d'heure à Hong Kong. Et de Hong Kong, ce qu'on va voir, ce que le spectateur va voir, ce n'est que le centre financier. Ce n'est que le nord de Hong Kong Island, et donc majoritairement le quartier de Central et Admiralty, donc le centre financier de l'île. On le voit notamment ici, où la skyline est mise en avant. Donc vous voyez ces buildings qui se détachent sur ce fond, donc ce soleil couchant rasant, qui permet d'avoir ces buildings en contre-jour finalement qui vont se détacher. Donc quelque chose qui est presque plus photographique que cinématographique. Et donc de Hong Kong, on va ne voir que ça, à part la sortie, donc, parce que l'autre scène va se passer dans un intérieur, d'ailleurs à Times Square, le Times Square hongkongais, qui est un grand centre commercial, mais qui va devenir un repère pour trafiquants, évidemment, pour des questions de scénario. Et donc Lara Croft va repartir de Hong Kong en wingsuit, puis voilà, elle va arriver sur une sorte de barque. Et donc ça va être à nouveau l'occasion d'une dernière scène qui va à nouveau nous montrer les buildings les plus iconiques de Hong Kong. Et notamment, on voit sur le côté gauche ici le 2IFC, qui était à l'époque le plus haut building de Hong Kong. Et donc, dernière image de Hong Kong, à nouveau, c'est cette forêt de buildings. Et donc, de la ville, nous n'aurons vu que ça. Dans Die Another Day, James Bond va également
aller à Hong Kong. Alors pareil, hein, vraiment, il ne va pas y rester longtemps. Il va passer un petit moment dans le yacht club de Hong Kong. En même temps, le pauvre, il arrive de Corée du Nord. Il était prisonnier. Il a réussi à s'échapper en plongeant dans le Victoria Harbour. Ça tombe bien, il a plongé juste devant le yacht club. Et c'est un habitué du yacht club. Vous le voyez sur cette image, il arrive de nuit. L'occasion pour le cinéaste de montrer cette skyline illuminée. Parce que la ville nocturne est aussi une ville qui permet de montrer les lumières artificielles et donc qui permet de montrer aussi une sorte de puissance, puisque la ville de nuit, illuminée par ces lumières artificielles, est une ville finalement qui a une toute autre esthétique et une toute autre théâtralité. Donc il arrive sur ce yacht club qui existe bel et bien à Hong Kong, mais qui en fait se situe sur l'autre rive, normalement. Donc, à nouveau, la magie cinématographique fait qu'on va transformer le territoire, on va caler ou placer ce yacht club du côté de Kowloon pour qu'on puisse avoir une vision sur cette skyline si iconique. Parce que clairement, si on l'avait mis du côté de la skyline, on n'aurait pas pu avoir ce recul sur la skyline. Donc, on le transforme. C'est pas très grave, c'est le cinéma. Autre exemple, dans The Dark Knight de Christopher Nolan, Batman arrive à Hong Kong. D'ailleurs, c'est assez important puisqu'il quitte Gotham City pour la première fois en tant que Batman. Et donc, il arrive où? À Hong Kong. Du territoire hongkongais, on va ne voir que quasiment cette ville de nuit à nouveau. Et on va suivre Batman qui va être au sommet du tout IFC, donc le plus haut sommet de Hong Kong à cette époque, et qui va littéralement plonger dans la ville, puisque avec le mouvement de caméra va plonger, on va le suivre, plonger, ouvrir ses ailes et plonger jusqu'à un building plus petit, l'IFC, qui est plus bas, en contrebas. Et donc on va le voir plonger dans cette ville, puis ensuite, un peu comme pour Lara Croft, une scène en intérieur. Et dernière image de Hong Kong, Batman va partir grâce à un ballon tiré par un avion. Pourquoi faire simple? Et donc, dernière scène, le quartier financier qui est à nouveau montré. Et de Hong Kong, on ne verra que ces images-là. En fait, ce prisme-là, il est systématique. Ici, je vous ai mis 4 exemples différents, certains dont on a déjà parlé, d'autres dont on va parler. En haut à gauche, vous avez Spy Game, en haut à droite, Tomb Raider, en bas à gauche, Largo Winch et en bas à droite, Battleship. À chaque fois, la porte d'entrée vers le territoire, pour Hollywood, ça va être le nord de Hong Kong Island, ça va être cette skyline, ce paysage urbain et cette verticalité. Évidemment, on va sans cesse rappeler où on se situe, avec un géodispositif, avec un texte qui va apparaître à l'écran. Donc on le situe bien et souvent on le resitue à travers aussi son appartenance à la Chine. Ça, ce sera un autre point qu'on évoquera aujourd'hui. Ce qu'on va se demander maintenant, c'est comment en fait ces choses qu'on peut retrouver de manière générale dans le cinéma peuvent se traduire ou non dans le jeu vidéo. Et effectivement, on va essayer de quitter, comme tu le disais, Nachidil, cette réflexion autour des gimmicks de mise en scène pour essayer de rentrer dans une logique de comment, concrètement, on rend réel un territoire. Qu'est-ce qu'on fait d'un territoire quand on l'applique à un univers de jeu vidéo? Donc, juste pour commencer, avant de tracer ce paysage côté jeu vidéo aussi qu'on va adjoindre à celui du cinéma, une mini intro sur le fait qu'en fait, il faut savoir qu'Hong Kong, c'est un des lieux, une des villes les plus représentées en fait, dans le jeu vidéo de manière générale. C'est un des lieux qu'on retrouve le plus, un des espaces qu'on retrouve le plus, mais souvent vraiment comme toile de fond. Par exemple, c'est tout bête, mais ça va être un niveau dans un jeu de combat. C'est-à-dire qu'il va y avoir l'arène Hong Kong. Pareil, ça va être un jeu de voiture où il y a un circuit qui se passe à Hong Kong. Et donc, il va y avoir énormément d'occurrences de ce genre de choses, mais et ce qui va faire donc de Hong Kong un des 5 lieux vraiment les plus représentés dans le jeu vidéo, quand on parle de lieux réels, j'entends. Mais par contre, en fait, la première chose qui va venir à l'esprit quand on va penser à comment on rend jouable un territoire, c'est la question du monde ouvert. Donc les jeux en monde ouvert, c'est des jeux où on va librement pouvoir se déplacer sur des territoires. Et on va se dire, comment rendre une ville, comment on va rendre une ville jouable, en la transformant en monde ouvert qu'on va pouvoir explorer librement. Et des jeux qui proposent vraiment de vivre Hong Kong en monde ouvert, en ville ouverte, en fait, il y en a surtout 2, il n'y en a que 2 en fait. C'est donc les 2 qu'on vous indique à l'écran, donc c'est Sleeping Dogs et Shenmue 2.
Et cette question du vertical, on se l'est posée parce qu'on est parti du cinéma, hein, pour le coup, c'est-à-dire qu'on s'est dit le vertical est si présent dans le cinéma à première vue, quand on parle de Hong Kong, est-ce que dans le jeu vidéo c'est vrai aussi? Dans les deux cas, en plus, on est sur des représentations de Hong Kong qui sont exogènes, c'est-à-dire pas faites par des gens qui sont de Hong Kong. Là, Sleeping Dogs, en l'occurrence, il est fait par Square Enix US, donc c'est-à-dire il est fait par des Américains, et Shenmue 2 par des Japonais. Et en l'occurrence, c'est pas des jeux vraiment verticaux. On peut se demander d'ailleurs, c'est quoi des jeux verticaux? En fait, en monde ouvert, il y a des jeux verticaux. C'est des jeux où on va pouvoir utiliser vraiment la verticalité pour se déplacer autant que l'horizontalité. Il y a pas mal d'exemples. Alors évidemment, le premier qui peut venir en tête, c'est peut-être Assassin's Creed qui a vraiment lancé cette vague-là du jeu où en fait escalader des bâtiments, ça va être aussi important que se déplacer dans la rue. Mais plus récemment, on pense à la série des Batman Arkham, par exemple. Donc voilà, Batman qui revient, c'est pas forcément un hasard. On va vraiment pouvoir surplomber la ville et ça va être très important. Il y a aussi la série des Spider-Man récemment. Les Spider-Man de manière générale dans l'histoire du jeu vidéo d'ailleurs, où on va pouvoir vraiment parcourir la ville par les airs. Et puis évidemment les derniers Zelda, hein, Zelda Tears of the Kingdom notamment, qui en fait, pour aller prolonger sa proposition, qui était déjà assez énorme d'horizontalité, il a adjoint la verticalité comme une espèce de tour de force pour aller plus loin, quoi, en fait. Donc la verticalité, ça se fait dans le monde ouvert, mais c'est pas facile. En fait, c'est pas facile. Et à chaque fois, les jeux que j'ai cités, c'est des gros jeux en fait. C'est des gros jeux qui sont pas évidents à mettre en place. Et en fait, tout simplement, là, on est face à Shenmue 2, qui est sorti en 2001. Donc là, on peut l'excuser. Hein. Faire du vertical dans un des premiers mondes ouverts, quand même, on va pas trop lui en demander. Mais Sleeping Dogs, c'était 2012, mais c'était quand même pas non plus le plus gros jeu de Square Enix. Et dans ces jeux-là, en fait, il y a déjà tellement à faire à reconstituer une ville à l'horizontale que si on doit commencer à modéliser l'intérieur des bâtiments pour pouvoir monter dans les étages ou y adjoindre en fait une possibilité de parcourir le monde depuis le ciel, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, il y a effectivement des contraintes techniques, mais ces contraintes techniques, elles vont aussi donner des tons au jeu, des tonalités qui vont en fait pas être anodines non plus. Et donc, en fait, comment ça se traduit? Ça se traduit par le fait que ces jeux-là, c'est des jeux de rue, en fait. C'est des jeux où on va majoritairement parcourir la rue. On joue à l'extérieur. Alors, il y a des exceptions, hein, il y a quelques intérieurs qui sont modélisés, il y a des magasins, etc. Mais globalement, voilà, c'est des jeux où on va parcourir la ville par la rue. Et on va y revenir plus tard, ça va impliquer pas mal de choses différentes. Là, en fait, où on pourrait retrouver la verticalité propre au cinéma, c'est dans quoi? C'est dans les jeux qui vont vraiment imiter... Ah pardon, j'avais quelques petites captures de Sleeping Dogs en plus. Voilà, qui prend un peu des airs des fois de parcours touristique de Hong Kong, c'est-à-dire on va aller placer ça et là des lieux emblématiques en mode « Ah, regardez, c'est Hong Kong et tout, vous voyez, vous avez ça, vous avez ça. » Malgré le fait que voilà, la ville elle va être un petit peu compressée, on va en reparler tout à l'heure. Et là, on va retrouver du coup la verticalité et les choses qui vont être plus propres au cinéma, ça va être dans les jeux comme Stranglehold ou Jet Li qu'on a déjà évoqué, qui sont effectivement à ce moment-là des jeux où la verticalité ne va pas être quelque chose de proprement vidéoludique, mais va être un gimmick de mise en scène. C'est-à-dire que là, ouais, super, dans Jet Li, à la fin du jeu, on est en haut d'un building et puis on voit du coup tous les bâtiments en dessous. On est vraiment dans une image qui est proche de celle que tu montrais, Nachidil, en termes d'iconographie. Par contre, voilà, en termes de jouabilité, ça change rien. C'est vraiment une toile de fond. Et c'est dans ces jeux-là, qui sont des jeux à couloir, en fait, des jeux à niveau, qu'on se rapproche du cinéma qui fonctionne par séquence. Et donc finalement, le vertical, on le retrouve dans les jeux qui vont s'éloigner de logique proprement vidéoludique, là en l'occurrence, et se rapprocher du cinéma. Ce que ça peut traduire, que je trouve assez intéressant, c'est donc que ce monde ouvert, en fait, il va ouvrir autant de portes qu'il va enfermer en termes de possibilités de ce qui va être montré à l'écran. Oui, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de contrôler la mise en scène et ton gameplay quand on est sur un jeu dit à couloir, comme par exemple ce qu'on avait sur Stranglehold ou Jet Li Rise to Honor. Parce que, en effet, vous pouvez diriger le regard du joueur ou de la joueuse, là où sur un monde ouvert, généralement, vous aurez toujours le même point de vue, à savoir ce personnage en bas du cadre qui va se déplacer, donc pareil en troisième personne, et qui sera donc sur un monde extrêmement horizontal. Mais c'est là où l'intérêt de la simulation, la recréation même de Hong Kong dans Sleeping Dogs porte ses fruits, parce qu'on va pouvoir se déplacer, vraiment explorer... avoir une bien plus grande liberté que ce qu'on aurait pu avoir sur un jeu comme Jet Li qui est extrêmement maîtrisé, extrêmement cadré pour le coup. En fait, il y a la question, c'est où est-ce qu'on place les commandes, en fait, quasiment, où est-ce qu'on place les commandes de la réalisation, en fait, est-ce que le joueur, la joueuse peut choisir ce qu'il va faire, ce qu'il va mettre en scène lui-même, ou est-ce qu'on donne la main au game director et puis à l'équipe de création du jeu, auquel cas, ce sera sans doute plus loché, mais ce sera du coup, il y aura moins d'espace de liberté à l'intérieur, quoi. Du coup, si on revient sur l'enjeu de la représentation cinématographique, ok, la verticalité, très bien. Hollywood montre Hong Kong comme une ville verticale. Mais alors, la question qu'on peut se poser, c'est quel intérêt? Pourquoi aller filmer si loin? Pourquoi
en tant que producteur hollywoodien, mettre des sous pour aller représenter Hong Kong si on ne représente Hong Kong que comme une ville verticale qui, finalement, ressemble à tant d'autres villes verticales. Manhattan, New York et donc Manhattan au premier plan. Pour pouvoir, disons, diversifier ou en tout cas répondre à cette question, le Hong Kong hollywoodien va sans cesse basculer entre verticalité et exotisme. Peut-être que l'un des exemples les plus importants dans cette représentation-là, c'est Pacific Rim de Guillermo del Toro, donc en 2013, où il a alors pour le coup, c'est pas du tout filmé, ça a été recréé en studio, hein, mais l'idée était de montrer un Hong Kong qui est vraiment pleinement à Hong Kong, une vision orientaliste de Hong Kong. Vous pouvez le voir avec des tas de néons, des sinogrammes lumineux, une ville qui est aussi toujours montrée de nuit pour avoir du coup cette lumière artificielle qui va éclairer la ville. Et donc c'est un Hong Kong aussi qui va nous permettre dans ces films-là d'avoir des moments de souffle. C'est-à-dire que l'action va se passer à Hong Kong Island, l'action va se passer au pied ou au sommet des buildings. En tout cas, l'action va se passer vraiment, l'action importante dans ces lieux-là, ces lieux sérieux, on va dire. Et les moments de souffle, les moments aussi d'humour, vont plutôt se dérouler dans ces lieux très exotisés, ces visions exotisantes du territoire. Pourquoi ? Parce que c'est dans la rencontre avec l'altérité, une altérité qui du coup va créer des quiproquos, qui va créer des situations cocasse ou en tout cas inhabituelle. C'est de cette altérité-là et de cette méconnaissance finalement de l'autre que va naître l'humour. Et donc typiquement dans Pacific Rim, on va avoir une scène où l'un des personnages va aller dans une herboristerie pour acheter il ne sait pas trop quoi, et en fait le vendeur qui ressemble à un vieux épicier des années 30, pas du tout un vendeur actuel à Hong Kong, va lui vendre des produits pour la dysfonction érectile. Parce qu'évidemment, on a tout cet imaginaire de la médecine chinoise qui soigne un peu tout et n'importe quoi. Et donc évidemment, quiproquo dans le film. Mais on retrouve ça dans beaucoup de films. Dans Rush Hour 2, par exemple, il y a aussi une scène sur un marché comme ça, avec un poulet vivant prêt à être tué, qui va aussi provoquer le rire, en tout cas qui est censé provoquer le rire. Cette vision, cette alternance entre... c'est pour lancer l'extrait. Du coup, tu peux lancer l'extrait numéro... c'est l'extrait numéro 5 que tu peux lancer, Sacha. Cette alternance entre verticalité et exotisme, vous pouvez très bien la voir dans ce film, Six Underground, donc Michael Bay, 2019. Dans la présentation de Hong Kong, on va tout le temps alterner entre ces deux spectres. Entre alors à la fois la verticalité, les axes de communication, les autoroutes urbaines aussi très importantes, parce qu'on réintègre Hong Kong dans un faisceau urbain et dans un faisceau métropolitain. Et à cette vision-là, on lui adjoint donc cette vision exotisante avec ces sinogrammes lumineux. Et on va pousser le vice tellement loin qu'on va pouvoir mettre en place des choses qui ne pourraient pas exister dans la réalité. Et je vous ai donc mis là 2 captures d'écran. Vous voyez sur la photo de gauche, en fait, la scène se passe au sommet d'un très haut building. Et vous pouvez le voir, en contrebas, on voit la route qui est bien loin. Donc on se rend compte de la hauteur. Et l'idée est vraiment de filmer la hauteur. Sauf que si vous remarquez bien, si vous regardez bien, ici, sur cette fenêtre-là, eh bien, on va avoir les sinogrammes lumineux de la ville qui vont se refléter. Or, vous imaginez bien que la ville, elle est clairement très très loin. On ne peut pas avoir un reflet de cette ville-là à cette altitude-là. Et on le voit encore mieux sur cette image-là, à droite, qui va juste après, qui arrive juste après. Et donc on voit la ville qui est, pour le coup, une rue de Kowloon qu'on peut tout à fait repérer, mais évidemment qui n'a pas du tout sa place ici. Peu importe, l'idée, c'est de mixer cette verticalité et cet exotisme. Ce mix-là, on va le trouver également dans Transformers, l'âge de l'extinction. Donc, extrait numéro 6, le suivant. Et là, je vous laisse regarder et j'en parle juste après.
Alors, c'est assez rapide, hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a plusieurs éléments. Alors, vous voyez la scène finale, ils arrivent donc dans ce centre financier que vous commencez à bien connaître et bien avoir repéré, même pour ceux qui ne sont pas familiers de Hong Kong. Mais juste avant, on les voit, donc juste avant d'arriver à Hong Kong, on les voit dans ce territoire très verdoyant, devant des temples et cette formation, en géographie on appelle ça un karst, cette formation karstique, donc une géologie très particulière. En fait, ça existe bien en Chine, c'est pas inventé, c'est pas un lieu qui a été créé en studio, mais ça ne se situe pas du tout à Hong Kong, hein. Vous voyez que Hong Kong se situe à l'extrême sud-est de la Chine, et en fait, ce territoire-là, ce lieu-là se trouve dans le xian de Wulong, donc dans la province de Chongqing, donc vraiment à plusieurs milliers de kilomètres de Hong Kong. Pourquoi on montre ça ? En fait, là, ce qu'on va faire, c'est de la même manière lier exotisme et verticalité, en prenant comme marqueur de l'exotisme, pour le coup, la religiosité, en tout cas le bouddhisme, les temples, comme outil révélateur de cette vision exotisante du territoire. Cet élément-là, on va également le retrouver dans Battleship, donc l'extrait numéro 7. Et pareil, je vous laisse le regarder et j'en parle juste après. Donc là, ça réveille. Il y a deux éléments très importants dans cette scène d'ouverture, enfin pas scène d'ouverture, dans cette arrivée à Hong Kong. Vous voyez un débris qui arrive à Hong Kong et qui va ravager une partie de ce centre financier. On a deux éléments. Vous voyez qu'au début, ce débris va passer devant une statue d'un Bouddha géant. Et ensuite, ce débris va s'écraser dans le centre financier qui est juste en contrebas. Bon, ce centre financier, effectivement, il existe bien. Le Bouddha géant, il existe bien. Mais comme vous pouvez le voir sur cette image, clairement, le centre financier ne borde pas ce Bouddha-là. Et pour cause, il se trouve sur l'île de Lantau, qui est à 20 km à l'ouest du nord de Hong Kong Island. Pour la magie cinématographique et pour des intérêts qui sont des intérêts de représentation, à la fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, de mixer cet exotisme qui passe par la religiosité et la verticalité et donc l'hypermodernité de l'île, on va donc transformer le territoire. On va transformer le territoire et on va aussi le restreindre, le réduire. L'idée n'étant pas de faire des longs trajets, l'idée étant, dans une seule scène ou dans une seule séquence, ou même parfois dans un seul plan, d'avoir tous ces éléments du territoire qui soient condensés. Et donc le territoire hongkongais, qui est en fait beaucoup plus vaste que ça, va être absolument condensé dans la fiction cinématographique hollywoodienne. Pour recontextualiser, parce qu'effectivement, on est rentré en plein dans Hong Kong sans forcément faire un pas de côté géographique. Et donc, pour ceux et celles qui ne maîtriseraient pas la géographie de Hong Kong est constitué de 3 grandes entités. Donc, Hong Kong Island, qui est le centre financier et politique de l'île. Ça fait à peu près 80 km². C'est aussi le centre historique de Hong Kong. Vous avez au nord de Hong Kong Island, donc sur la partie continentale, le territoire de Kowloon, qui fait une 50aine de kilomètres carrés. C'est l'espace le plus densément peuplé de Hong Kong. Et puis tout autour,
Vous avez donc les 260 îles que compte le territoire et plus de 950 km² qui sont occupés par ce qu'on appelle les nouveaux territoires. Et donc la fameuse île de Lantau, dont je vous parlais juste avant, fait partie de ces nouveaux territoires. Donc vous voyez, le territoire hongkongais fait plus de 1000 km², et clairement dans la fiction hollywoodienne, ce qu'on montre, ça va être peut-être une petite dizaine de km², et encore. Ça va être un tout petit espace. Donc cette réduction spatiale, le fait de tronquer le territoire, ça va être au cœur de la représentation hollywoodienne de Hong Kong. Évidemment, c'est tronquer le territoire, c'est ne représenter qu'un petit bout de ce qu'est Hong Kong, c'est aussi ne représenter qu'une certaine sociologie, puisque le territoire hongkongais est non seulement géographiquement beaucoup plus diversifié, mais aussi sociologiquement beaucoup plus diversifié que ce qu'on peut voir sur les écrans. Donc un territoire qui est complètement remodelé par la fiction, notamment hollywoodienne. Pour autant, une représentation, donc ce mix entre verticalité et exotisme, qui va fortement marquer la culture populaire, et notamment qui va créer, en fait, qui va en tout cas fortement inspirer un genre à lui-même. Ce genre, c'est le cyberpunk. Et donc Hong Kong va devenir une icône cyberpunk, voire même le cœur de l'esthétique cyberpunk, va motiver la création même de ce genre-là. Oui, elle va tellement le définir en fait que donc là vous avez quelques images de différents films, séries, jeux animés qui se passent à Hong Kong. Et il y a une petite image un petit peu mystérieuse, j'y reviendrai juste après. Mais donc en haut à gauche, on a par exemple Blade Runner donc, de Ridley Scott en 82. Peut-être que si vous avez vu le film, vous vous rappelez de l'introduction du personnage de Rick Deckard, où on a derrière lui des néons avec des caractères chinois qui clignotent, qui au passage ont un certain lien avec la nature de Rick Deckard, sans spoiler. On en parlait avec Simon tout à l'heure. Juste à côté, vous avez Stray, donc un jeu vidéo où on incarne un petit chat qui va se perdre dans un Hong Kong futuriste, dans laquelle, pareil, on retrouve cette esthétique néon, nocturne, dont parlait tout à l'heure Nachidil, les rues détrempées, énormément de détails. Juste en bas à gauche, vous allez avoir donc, une image qui vient de Ghost in the Shell, donc de Mamoru Oshii, en 95, où Oshii a directement demandé à son directeur artistique, donc Hiromasa Ogura, d'aller à Hong Kong, prendre des photos pour designer cette ville, sachant qu'au passage, Ghost in the Shell se trouvait pile poil entre donc, son précédent film Pat Labor, qui essaie de représenter un Tokyo futuristique, et donc Ghost in the Shell 2, qui, si vous l'avez déjà vu, a une esthétique encore plus accentué sur l'Asie, mais pareil, sur une Asie un petit peu fantasmée, très remodelée. Et donc Ghost in the Shell, ça participe dans l'histoire du film, la ville va avoir un impact sur les personnages, sur la liaison qu'ils ont entre ces fameux réseaux dont tu parlais, les réseaux urbains, les réseaux de transport, les flux d'informations, les flux monétaires aussi, puisque une des caractéristiques du cyberpunk, c'est d'avoir, en tout cas en ce qui concerne l'urbanisme, d'avoir une ville qui concentrerait énormément de population, d'avoir un melting pot culturel, d'avoir aussi des grandes entreprises capitalistes, économiques, dont on peut voir les publicités qui seraient affichées un petit peu partout. Et donc d'avoir ce mouvement constant, cette espèce d'accumulation donc, de monde et de bâtiments, jusqu'à atteindre donc, les fameux les gratte-ciels qu'on voit en arrière-plan. Et on peut se poser la question, mais quelle est la place de l'humain dans ces réseaux, une fois qu'on est pris donc, dans ces cités, avec ces bâtiments qui peuvent littéralement toucher le ciel. Si vous vous rappelez de Ghost in the Shell, donc cette séquence, cette image vient plutôt d'une séquence où tout d'un coup Oshii va couper le film, il va arrêter son film, avoir une séquence de poésie très planant pendant 5 minutes où en fait il va essayer de capter la poésie que peut apporter ce type de visuel, ce type d'ambiance. À savoir qu'est-ce que ça donne des images quand au premier plan on pourrait avoir un hôtel funéraire et derrière lui avoir un écran de télévision qui diffuse une pub pour Coca-Cola par exemple. Qu'est-ce que c'est que ces paradoxes qui sont regroupés dans Hong Kong? Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une ville, tu parlais de porte d'entrée tout à l'heure, qui justement, c'est l'intérêt pour lequel les Britanniques ont voulu investir ce territoire, se trouve être la porte de l'entrée de l'Asie, en tout cas en particulier de la Chine à cette époque. Et donc, Hong Kong va se retrouver, malgré elle, en fait,
entre deux cultures extrêmement fortes, à savoir l'Occident et l'Orient. Et donc, on va avoir ces confrontations entre des modèles culturels, des modèles politiques, économiques qui sont différents et qui sont au cœur aussi de l'esthétique cyberpunk, à savoir donc ce mélange constant, cette vitesse, ce rythme, ce mouvement perpétuel, et mouvement aussi qui tient au fameux aéroport de Kai Tak, l'aéroport qui se trouve littéralement en plein milieu de la ville, ou plutôt en tout cas de la partie de Kowloon. Et on va avoir symboliquement, il représente ce mouvement constant, cette vie qui est rythmée en fait par le balai des avions. Tout à l'heure, on parlait de la hauteur des buildings. Il y a cette image qui est assez saisissante où vous avez peut-être déjà vu donc les avions qui rasent littéralement le haut des tours, le haut des bâtiments qui sont situés à Hong Kong. Donc ce lien entre la Terre, les humains, etc., qui essayent de faire leur chemin dans ces réseaux et le ciel. Et le fait d'avoir un aéroport, ça connecte aussi le territoire en fait au monde entier. À partir du moment où on a un balai d'avions constant, en fait, les limites de temps, les limites d'espace n'existent plus. Et donc ça rappelle au passage cette zone, tu parlais de zone de transit, je crois tout à l'heure, ou plutôt de zone en mouvement, ça accentue le fait que Hong Kong, malheureusement, devient un espèce de hub, une zone de passage, une zone transitoire, qui va avoir notamment une histoire liée à l'immigration qui est extrêmement importante. Et donc, encore une fois, quel effet ça peut avoir sur la psychologie, sur la mentalité de la population, d'être sur finalement ce petit territoire qu'on a vu extrêmement condensé au niveau des habitants, mais constamment bousculé en fait par les transports, par les changements historiques, par les changements politiques, et donc tout ça qui sont au cœur du cyberpunk. Dernière petite information, en fait, sur l'image qui est tout à droite, c'est Midjourney tout simplement qui l'a fabriqué, et il a suffi de taper ville cyberpunk, et qu'est-ce qui nous a sorti ? Une ville de nuit, un petit peu de fumée, les rues avec de la pluie qui est passée il n'y a pas si longtemps. On a ces fameuses lanternes rouges, on a quelques tubes néons, des panneaux publicitaires à côté. Et donc tout ça en fait encapsule l'esthétique donc hongkongaise, en particulier des années 90, à son paroxysme, et ça a donné naissance à ce fameux genre du cyberpunk. Et aussi ici on a une image de Cyberpunk 2077 avec toujours Monsieur Keanu Reeves, comme quoi il y a des liens un petit peu partout. Alors, très rapidement, on parlait de Ghost in the Shell. Ghost in the Shell a aussi été adapté du coup au cinéma, adaptation avec Scarlett Johansson. Vous voyez, Hong Kong est non seulement représenté dans le cinéma, icône cyberpunk, mais c'est aussi un lieu de tournage qui est important. Et là, typiquement, ça a été tourné en plein cœur de Central. Et vous voyez je pense que j'ai pas besoin de vous décrire les ressemblances entre les deux photos, la photo réelle à droite et la photo du film à gauche. On reconnaît bien le lieu dans lequel ça a été tourné. Alors, inspiration pour le cyberpunk, ville verticale, ville exotique. Est-ce que finalement dans tout ça, un autre Hong Kong est possible ? Est-ce qu'une autre représentation du territoire est possible ? J'aimerais rebondir sur ce qui vient d'être dit, notamment sur la question du flux, sur la question de cette ville qui est intemporelle, sur la question de cette ville qui est transitoire. Oui, un autre Hong Kong est possible dans les représentations cinématographiques. Pour autant, effectivement, l'essence même de Hong Kong se situe dans ce flux, se situe dans cette rapidité, se situe aussi dans ces changements incessants. Et même lorsque Hong Kong est filmé d'une toute autre manière, et notamment là, on va regarder la scène d'ouverture de Chungking Express, donc Wong Kar-wai, même lorsque Hong Kong est filmé autrement, cette question du flux, cette question de l'impermanence, cette question du mouvement et cette question de la densité va revenir de manière extrêmement forte. Et donc, je vous propose de regarder l'extrait numéro 8.
你都有机会跟别人擦身而过，你也许对他一无所知，不过也许有一天，他会变成你的朋友，或者是知己。我是一个警察，我的名字叫做何志，编号223。最接近的时候，我跟他的距离只有0.01公分。57个小时之后，我爱上了这个女人。Alors, cette scène d'ouverture de Chungking Express, elle nous montre en peu de temps beaucoup de choses. Elle nous montre un Hong Kong qui est très différent de la représentation hollywoodienne. Vous avez vu que de la verticalité hollywoodienne, on est passé à une horizontalité très franche. On est maintenant à hauteur d'humain. On voit le mouvement, mais on voit aussi les gens. On ne voyait pas les gens jusque-là. On avait une ville qui était presque une silhouette. On avait une ville qui était très désincarnée dans cette représentation hollywoodienne. Là, on a une ville qui est extrêmement incarnée. On frôle, on croise, on rencontre, on touche. Mais la rencontre n'est qu'éphémère. On va passer vite à autre chose. On ne fait que se frôler finalement. Dans ces quelques minutes, secondes, ce qu'on peut voir, c'est qu'est-ce qui va être montré de Hong Kong, et en particulier là de Kowloon. C'est le symbole d'une ville qui est déjà une ville cosmopolite. Peut-être que le premier point qui est important d'évoquer, c'est ça. Une ville cosmopolite, vous voyez cette femme blonde, une sorte de Marilyn Monroe asiatique, donc interprétée par Brigitte Lin, avec ses lunettes de soleil en pleine nuit, avec un imperméable alors qu'il ne pleut pas, enfin vraiment une sorte de personnage très romanesque, qui incarne déjà, elle, une certaine image des échanges culturels. Et puis, je ne sais pas si vous avez bien pu voir, certainement que vous connaissez déjà ce film, mais on croise des nationalités de toutes sortes, notamment dès le début de Chungking Express, il y a cette histoire entre des Pakistanais qui vont être des mules en fait pour cette femme qui est trafiquante de drogue, et donc elle qui est chinoise mais de Chine continentale, qui parle mandarin, et puis lui, le flic, qui est cantonais, qui parle cantonais. Et déjà en quelques secondes, quelques minutes, on a plusieurs langues qui arrivent, différentes langues, différents bruits, différentes couleurs, différents sons. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, ce Hong Kong cosmopolite. C'est un Hong Kong qui est aussi inarrêtable. Le flux est incessant. On ne sait plus si on est le jour, si on est la nuit, parce qu'en fait, on est dans des espaces intérieurs où la lumière n'est qu'artificielle, un peu d'ailleurs comme ici, comme dans les halles. Finalement, on a aussi cette idée de... on ne sait pas, la temporalité s'arrête, ou en tout cas, la temporalité n'est plus palpable. Autre élément important, c'est que dans les années 80 et 90, ce qui est filmé là, ce sont les Chungking Mansions, qui, dans ces années-là, et donc au moment où le film est tourné, était un haut lieu de la criminalité. En tout cas, avait cette image-là, au lieu du trafic de drogue, repère pour les gangs, repère pour les activités criminelles. Et donc, c'est ce qu'on voit d'ailleurs, le policier qui va courir après un truand, qui va finir par réussir à l'arrêter. Ces Chungking Mansions, qui sont donc un lieu iconique, un haut lieu de Hong Kong, ont souvent été comparés à un autre haut lieu de Hong Kong, un lieu iconique, c'est la citadelle de Kowloon, dont vous pouvez voir l'image à l'écran, qui est un territoire vraiment très particulier parce que c'est en plein cœur de Kowloon, mais les autorités britanniques,
au moment, donc avant 1997, de toute façon, la citadelle a été détruite en 1993, les autorités britanniques n'avaient pas le droit d'y rentrer, parce que c'était une enclave chinoise au milieu de Hong Kong. Du coup, vous imaginez bien que quand les autorités ne peuvent pas rentrer quelque part, il y a des choses qui se passent, et notamment des trafics. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a eu une très forte comparaison entre Chongqing Mansions et la citadelle, notamment par rapport à ce côté extrêmement dense, parce que les deux se voient se côtoyer des tas de populations différentes, extrêmement cosmopolites, et aussi au lieu de la criminalité, ou en tout cas, c'est la manière dont on l'a fantasmée. Et on a énormément fantasmé cette citadelle, tout comme les Chongqing Mansions, comme ce haut lieu de criminalité, comme ce cloaque sombre. Mais finalement, est-ce que ça n'est que ça ? La question est ouverte, et on va voir comment le jeu vidéo, notamment, a pu traiter ce lieu qui est finalement peut-être plus iconique dans le jeu vidéo qu'il ne l'a été au cinéma. Tout à fait. En fait, il y a quelque chose qui est assez intéressant avec Kowloon, c'est qu'il y a finalement peu d'images en fait, de ce lieu, peu de traces. Et l'intérêt du jeu vidéo par rapport à tout ça, c'est que du coup, en fait, on peut reconstituer les choses dans le jeu vidéo en général, parce que tout fonctionne majoritairement, alors, des fois en 2D, mais aussi en 3D. Et du coup, alors, peut-être pour commencer par une des images qui est la plus amusante, on va dire, un petit peu de Kowloon dans le jeu vidéo, il y a le Kowloon de Shenmue 2, qui est vraiment ce Kowloon qui est présenté presque comme une forteresse de boss final, en haut de sa colline, comme ça, avec le petit chemin qui serpente pour y monter, qui voilà, caricature vraiment cet endroit comme le dernier bastion à conquérir pour pouvoir traverser Hong Kong, en fait. Et on va y revenir, mais Shenmue 2, il a vraiment cet aspect très intéressant dans sa manière d'aller traduire un territoire en jeu vidéo, c'est qu'il traduit carrément un territoire réel en niveau de jeu vidéo. C'est-à-dire, c'est comme si on se disait, c'est quoi le niveau de difficulté d'un lieu dans la vie ? Shenmue, il le fait. Et il considère que le dernier niveau, le boss final de Hong Kong, c'est Kowloon, et donc c'est le dernier lieu où Ryu Azuki va devoir se rendre pendant son aventure à Hong Kong, et il va être du coup présenté un peu comme la forteresse de Bowser à la fin d'un monde de Mario, quoi. Donc voilà, cet aspect à forteresse. Mais c'est un cas un peu isolé, en vérité, Shenmue 2. La grande majorité des représentations de Kowloon dans le jeu vidéo, et il y en a quand même un certain nombre, ça va être vraiment d'en faire un territoire de l'horreur, en fait. Chose qui n'est pas nécessairement présente dans le cinéma. C'est vraiment quelque chose d'assez propre au jeu vidéo, aussi dû au fait que aller filmer Kowloon, vu que c'est plus vraiment possible, dans le jeu vidéo c'est plus simple. Donc déjà dès 97, en fait, avec un jeu japonais qui s'appelle Kowloon's Gate, qui est jamais sorti du Japon, et qui présentait déjà Kowloon de cette manière-là. Donc là, on est carrément dans le fantastique. C'est complètement un monde imaginaire, on va dire, mais qui prend pour base Kowloon, et avec des petites traces de cyberpunk, voilà, pour faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, et qui va vraiment être un jeu en fait de labyrinthe, c'est-à-dire qu'il va utiliser le fait que Kowloon, c'est un lieu qui est hyper dense, avec plein de toutes petites ruelles qui vont serpenter de partout, et donc en fait, le jeu va en faire, encore une fois, parce qu'on en revient toujours à cette question, une mécanique de jeu. Donc ça va être un jeu de labyrinthe, très énigmatique aussi dans la manière d'essayer de comprendre les différents personnages qu'on va croiser dans le jeu. Alors encore plus énigmatique quand on ne parle pas japonais, du coup, donc il y a une espèce de mythe autour de ce jeu-là à l'international, parce que du coup il faut déjà réussir un peu à le décrypter pour pouvoir comprendre ce qu'il faut y faire. Mais même quand on parle la langue, c'est difficile. Et ce qui est intéressant aussi, et on va y revenir après sur la question de la carte, c'est que c'est un jeu où on n'a pas la carte en fait. Donc c'est un labyrinthe et on a 0 carte. Donc en fait on va devoir soi-même aller la concevoir. Et sur cette esthétique du labyrinthe, de la citadelle comme un labyrinthe, en fait, ça va se poursuivre. Et dans le jeu vidéo, ça va être quelque chose qui va pouvoir revenir à plusieurs reprises. Mais là, je vais juste vous citer un jeu qui est sorti l'année dernière qui s'appelle Welcome to Kowloon, qui est un jeu donc très contemporain, encore une fois, qui n'est pas du tout hongkongais, mais qui va utiliser exactement la même esthétique et qui va utiliser Kowloon de la même manière. C'est-à-dire comme un lieu dans lequel on n'a pas la carte et dans lequel, en fait, tout va être en forme de couloir. En fait, dans ces jeux-là, l'intérêt de Kowloon, donc comme lieu très dense, c'est que finalement tout va être serré et donc il y a des couloirs dans les rues, très bien, mais en fait dans Welcome to Kowloon, même les intérieurs des maisons vont être des couloirs. Donc en fait, c'est comme si finalement tout était un espèce de grand labyrinthe sans jamais de pièces ouvertes et qui prend des proportions parfois un peu démesurées, qui peut presque se rapprocher d'une espèce d'esthétique backroom, mais où à la place d'être totalement vide, tout serait super dense en termes de détails. Par contre, quand même, ce qu'on peut remarquer, je trouve par rapport à ce que tu citais tout à l'heure, Nashidil, concernant Chungking Express, ce qui est marrant, c'est que Kowloon
est un lieu hyper dense en fait dans l'histoire. L'idée c'est que c'est un lieu où il y a énormément de monde au mètre carré et tous ces jeux qui utilisent Kowloon le vident complètement d'êtres humains en fait. C'est-à-dire que c'est des lieux déserts. Donc c'est aussi ce qui joue, c'est aussi ce qui fait toute l'horreur. C'est des lieux qui semblent hyper denses, faits pour accueillir beaucoup de monde où il n'y a pas de place, mais il n'y a personne. Sauf évidemment, là vous le voyez un peu à l'écran, il y a des rencontres pas forcément hyper sympathiques. Là en l'occurrence c'est voilà, une présence qui rôde. Le jeu en plus se permet un aspect un petit peu politique avec l'idée que Kowloon c'est aussi un lieu, c'est vrai qu'on n'a pas forcément évoqué ça jusqu'ici, mais c'est aussi des lieux qui coûtent pas cher en fait. Et c'est aussi des lieux que peuvent se permettre d'habiter les gens qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Donc là l'histoire de Welcome to Kowloon, c'est en fait on est un étudiant qui a trouvé seulement pour se loger un lieu au 4e étage d'un bâtiment un peu délabré de Kowloon, et en plus il vit pas seul dans la maison parce qu'il a une propriétaire qui est une vieille dame qui vit dans la même structure que lui, dans le même appartement que lui, une vieille dame pas forcément hyper sympathique, vous pouvez peut-être le deviner vu l'image que vous avez à gauche là. Donc voilà, jusqu'ici on a montré, vous remarquez sur les jeux vidéo, que des choses qui n'ont pas été faites à Hong Kong, contrairement du coup au cinéma où on peut déjà un petit peu s'en rapprocher, et ça s'explique parce qu'il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est qu'en fait concrètement, je grossis un peu le trait exprès, mais il n'y a pas d'industrie du jeu vidéo en fait à Hong Kong. Il n'y a pas d'industrie du jeu vidéo à Hong Kong, et donc jusqu'à très récemment en fait, les jeux qui montraient Hong Kong, c'était toujours raconté de l'extérieur. Et jusqu'ici, en fait, on voit que sur Kowloon, c'est pareil. C'est que du fantasme. On fantasme un lieu comme ça, qui a cette réputation de lieu hyper dense, de lieu qui était caché, de lieu où tout pouvait arriver, et on en fait une espèce comme ça de lieu de l'horreur. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on va présenter le premier jeu, du coup, qui vient de Hong Kong, pour le coup, qui s'appelle Paranormal HK, qui est sorti il y a 4 ans maintenant, et qui présente exactement le même Kowloon que celui de Welcome to Kowloon. C'est-à-dire un Kowloon avec personne dedans, avec des rues hyper serrées, et avec des monstres partout. Enfin partout du coup, ils sont pas beaucoup, mais quand ils sont là, on les ressent bien, quoi. Parce que mine de rien, Kowloon, du coup, il a ce côté aussi territoire dont il reste peu de traces, dont il y a peu d'images, et donc en fait, les gens aujourd'hui qui vivent à Hong Kong, parce que c'est des jeunes qu'on fait Paranormal HK, c'est des gens qui n'ont pas connu Kowloon en fait, et pour qui il y a aussi cette espèce de mythe qui reste en toile de fond. Et pour lesquels peut-être il y a quelque chose à régler avec cet endroit mystérieux qui a existé dans la ville un moment, qui a disparu, et pour lequel l'international a une telle fascination. Donc ils sont aussi baignés par ces mythes en fait, qui sont portés par tous les territoires du monde qui fantasment sur Kowloon, quoi, en gros. Donc ça peut jouer là-dessus. On va pas non plus, on va peut-être mesurer quand même un petit peu ce que je viens de dire là, avec l'évocation juste d'un machinima. Donc un machinima, c'est un film qui est réalisé à l'intérieur d'un territoire virtuel de jeux vidéo. Et je vais mentionner en fait ce film de 15 minutes qui a été réalisé par Ip Yu-kyu, du coup, qui est un cinéaste expérimental du coup chinois qui a connu Kowloon, lui, et qui, frustré par le peu de traces de cet endroit-là, a été lui se réapproprier un petit peu les images de Kowloon. Donc il a été en fait à l'intérieur du niveau de Kowloon dans le jeu vidéo, donc Call of Duty Black Ops, qui a un niveau qui se passe à Kowloon. Et évidemment, si je vous dis Call of Duty, vous imaginez bien, du coup, si vous connaissez, que c'est évidemment très militaire. Du coup, c'est un lieu qui est utilisé en gros comme champ de bataille pour se tirer dessus. Et donc là, en fait, il vide le lieu de ces militaires, en gros, enfin de ces gens qui vont, de ces armes à feu, etc. Et il en fait vraiment un lieu qui va essayer de se réapproprier par le cadrage, par la mise en scène, par les sons qu'il va y ajouter de pluie. Et donc, il essaie en fait d'utiliser ces lieux qui ont été utilisés exploités comme lieu de fantasme pour en faire quelque chose qui va reprendre son sens original et qui va en fait pouvoir redonner peut-être une image de ce que c'était que de vivre à Kowloon. Donc c'est l'intérêt aussi du jeu vidéo, même quand il est fait par des gens qui ne connaissent pas les lieux qu'il représente, c'est que mine de rien il se base quand même sur des images, et même si la mise en scène du coup n'est pas vraiment là pour aller représenter la réalité, ça reste des lieux qu'on peut habiter en fait. Quand on joue à un jeu, on est toujours dans un territoire et on va toujours l'habiter. Et quand on peut un petit peu détourner les règles du jeu initial, comme l'a fait Ip Yu-kyu, ça peut donner du coup des choses qui vont braconner un petit peu le sens premier du jeu. Je reviens aussi sur cette notion de fantasme qu'on peut avoir sur la citadelle de Kowloon. Simon l'évoquait, en fait on a très peu d'images et surtout d'images intérieures. On peut que avoir, en fait, en tout cas nous, notre regard et nos biais aussi, au passage d'étrangers sur cette ville, sur cette zone urbaine. On ne peut que bloquer, être confronté en fait à ces paradoxes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'avoir un lieu aussi chaotique, en plein milieu d'une société moderne, en tout cas développée dans les années 80-90. Évidemment, Kowloon, la citadelle en particulier, a commencé à se développer, si tu veux faire après un laïus sur l'histoire,
à partir des années 50 jusqu'aux années 70 et explose vraiment entre les années 70 et 90 avant d'être rasé, pour laisser d'ailleurs la place à un grand vide. Tu parlais tout à l'heure de certains discours politiques qu'on trouve dans les jeux sur Kowloon. Il va y avoir justement cette question de comment retrouver les images, les traces de cette ville, de cet endroit absurde, unique, qui a existé un moment dans l'histoire. On a au mieux donc des photographes, donc par exemple Greg Gerhardt et Jan Blembot, voilà, tu avais une image ici, donc, qui ont fait ce livre City of Darkness. On a aussi des traces, des relevés topographiques d'une expédition japonaise qui avait tenté de cartographier ce lieu une semaine avant la destruction. Et on a en fait très peu d'images. Là, on parlait de notre point de vue occidental. Juste après, on a ici ce visuel de Bloodsport, en 88, Jean-Claude Van Damme, toujours lui, qui donc va devoir trouver un lieu spécifique dans la citadelle. Donc on va l'emmener, on a un plan d'extérieur et on lui dit attention, ici c'est une zone de non-droit, il y a des trafiquants, etc. Bon, pourquoi pas, on est en plein soleil et ensuite cut, on se retrouve littéralement dans une ruelle sombre, on entend un bébé qui pleure, il y a des bruits de souris dans la bande son, il y a de l'eau, des gouttes d'eau, etc. On entend aussi une espèce de respiration lourde, il y a une musique un peu de film d'horreur qui s'enclenche et on est passé au passage d'un point de vue externe, là sur la ville, à tout d'un coup une espèce de caméra portée un peu documentaire, comme si on avait le point de vue d'un étranger qui débarque dans ce lieu. Là, c'est simplement, encore une fois, les projections, les visions occidentales qu'on peut avoir sur ce lieu. Mais il se trouve que grâce au Forum des images, ou du moins, vous allez pouvoir avoir un point de vue interne, à savoir que dans un mois à peu près, il va y avoir une conférence avec Locke Kanchen de l'association Cube, qui a grandi là-bas, dans cette citadelle, et qui a fait tout un travail de recherche, de témoignages, d'entretien, pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé, pour essayer de démystifier un petit peu ce lieu, mais qu'au final, on ne pourra jamais retrouver. Il a disparu, donc il y a plus de 30 ans maintenant, pour laisser place d'ailleurs à un espèce de parc chinois de l'époque féodale. Littéralement, on a un carré vert, là où se situait cette espèce de visuel improbable, donc d'un bloc de béton en plein milieu d'une ville. Et donc voilà, c'était aussi pour vous dire qu'on a essayé d'approcher ces visuels, ces représentations de Hong Kong dans le cinéma et dans le jeu vidéo, d'abord en s'éloignant, quels sont les points de vue américains. Donc on avait ces fameux plans aériens de Hong Kong, on s'approchait un petit peu des tours, on commence à se rapprocher un petit peu plus de la rue. Et là, on va arriver aussi sur les créations, les réalisateurs et aussi les créations de jeux vidéo qui sont propres aux Hongkongais et aux Hongkongaises. Et après, on pourra éventuellement faire une petite ouverture sur la politique notamment, les événements suivant la rétrocession. Alors, on le voit bien, ces territoires-là, que ce soit les Chongqing Mansions ou la citadelle de Kowloon, ce sont des labyrinthes. Ce sont des territoires qui sont purement labyrinthiques. Et ce qu'on a vu, c'est qu'en plus, dans ces labyrinthes, parfois, et notamment dans le jeu vidéo et les jeux vidéo d'horreur, dans ce labyrinthe, on ne peut pas se situer parce qu'on n'a pas la maîtrise des cartes, parce qu'en fait on n'a littéralement pas les cartes et donc on doit créer soi-même ces cartes, mais en fait on y arrive très peu parce que le jeu vidéo est tellement compliqué qu'on a du mal à s'en sortir. Cet aspect labyrinthique qui est extrêmement présent, qu'on retrouve ici, en fait, plus largement, on va le retrouver dans beaucoup de fictions hongkongaises et beaucoup de points de vue endogènes sur le territoire, c'est-à-dire de réalisateurs hongkongais eux-mêmes sur leur territoire. Le Chungking Express, évidemment, met en scène cet aspect labyrinthique de Hong Kong. Et plus largement, en fait, à côté de ça, les polars hongkongais ont très majoritairement mis en scène cet aspect labyrinthique avec l'idée que certains espaces saillants viennent retenir l'attention du spectateur avant que tout à coup une représentation antagoniste du territoire vienne déstabiliser cette représentation. Et donc le spectateur comme les personnages sont tout le temps dans un espace qui est insaisissable, qui est labyrinthique. Évidemment, dans le cadre des polars, cette déstabilisation-là, elle est spatiale, elle est visuelle, mais elle est surtout narrative. Elle est mue par des enjeux narratifs. Une nécessité de base, c'est le suspense. Et pour avoir du suspense, il faut avoir cet enjeu de déstabilisation. Si on sait vers où on va, en fait, on n'a pas de suspense, il n'y a pas d'intérêt derrière. Et donc, la déstabilisation narrative, c'est aussi une déstabilisation spatiale dans le cadre des polars hongkongais. Mais pour pouvoir essayer de retrouver son chemin dans ce labyrinthe, eh bien, on va avoir très régulièrement dans ces polars des scènes avec des cartes. On va mettre en scène le territoire à travers les cartes. Les cartes, elles sont utilisées ici majoritairement par la police.
il y a une vision synoptique de ces cartes, c'est-à-dire qu'elles sont utilisées comme des instruments de surveillance. Et elles vont permettre à ces policiers de retrouver la trace des truands dans ce Hong Kong qui est un peu un conglomérat d'obstacles, de tunnels, de planques, à la fois d'espace extérieur, d'espace intérieur, etc. Et donc on va avoir des scènes multiples avec des cartes, plus ou moins en arrière-plan. La majorité des cartes sont en arrière-plan, mais parfois on va avoir vraiment un rôle donné à la carte, comme dans une scène d'Infernal Affairs de Andrew Lowe et Alan Mack, où une taupe infiltrée chez les truands va donner les codes en morse à la police, puisque c'est donc un policier infiltré, va donner les codes, et donc la police va suivre en temps réel et marquer de croix en temps réel sur une carte de Hong Kong affichée au mur le trajet, et donc la police va littéralement avoir les cartes en main. C'est-à-dire il y a vraiment cette notion de superviser le territoire à travers la maîtrise de la carte. C'est quelque chose qu'on va aussi retrouver dans le jeu vidéo, mais d'une manière tout autre. En fait, c'est sûr que là, vu qu'on parle de la carte, on est obligé de penser à comment tout ça va s'exprimer dans le jeu vidéo, parce que dans le jeu vidéo, de manière générale, et plus particulièrement dans les jeux vidéo en monde ouvert, il y a en fait toujours ce qu'on appelle donc la map, c'est-à-dire la carte des endroits dans lesquels on va pouvoir se rendre. Et alors c'est la dernière fois qu'on va revenir sur des jeux qui ne sont pas des jeux hongkongais, donc voilà, on va pas toujours revenir sur les mêmes, mais il y a encore des choses à dire sur Sleeping Dogs et surtout sur Shenmue 2. Et globalement, effectivement, c'est des jeux où on va avoir les cartes en main, c'est-à-dire on va savoir quelle est la topographie des lieux, on va savoir comment se déplacer. Et alors évidemment, c'est pour le confort du joueur et des joueuses. Donc c'est quelque chose qu'on pourrait difficilement éviter aujourd'hui si on fait un open world, même si c'est possible. Mais en général, en tout cas, ça va être toujours le cas. Et donc, en termes même de symbolique, en termes de ce que ça veut dire, on va se rapprocher vraiment de ce que tu disais, Nachidil, c'est-à-dire qu'en fait, avoir une carte, c'est être les maîtres du territoire. Tu parlais des forces de l'ordre qui sont maîtres du territoire. Là, en l'occurrence, c'est vrai que en tant que personne qui joue au jeu, ça va nous mettre dans une posture, en fait, où on va être déjà en posture de conquérant du territoire, quasiment. Dans Sleeping Dogs, en plus, ça va aller avec le propos du jeu, parce qu'on va commencer un petit peu en bas de l'échelle, et l'idée, ça va être d'essayer de conquérir au fur et à mesure, de finir par être un peu le roi de Hong Kong, quoi. À la fin, on a une espèce de grand manoir et tout, on est hyper riche. Et puis, alors, si vous avez déjà joué à des open world, vous connaissez aussi les mécaniques. Alors, je vais passer très vite fait sur Shenmue 2 pour revenir à celle-là après, mais il va y avoir la mécanique aussi de, en fait, conquête du territoire par la carte, justement. C'est-à-dire que souvent, on n'a pas accès à toute la carte, et en fait, en faisant des quêtes, en les récupérant à droite à gauche, on va finir par, morceau par morceau, pouvoir compléter la map complète. Et là, on a vraiment une sorte de finalité, une sorte de sensation d'avoir fini en fait une partie symbolique du jeu, qui est celle d'avoir conquis la carte du territoire, et symboliquement, du coup, conquis le territoire. Ce qui est marrant avec ces cartes-là, quand elles traitent de territoire réel, par exemple là, Hong Kong, c'est qu'en fait, elles sont évidemment pas les vraies cartes du territoire. Là, Sleeping Dogs, c'est pas la vraie carte de Hong Kong Island. Il y a des éléments qui sont d'ailleurs assez drôles, assez iconiques en termes de déformation, parce que par exemple, North Point se retrouve, je ne sais pas si vous arrivez à lire de là où vous êtes, mais se retrouve ici, c'est-à-dire au sud-est, pardon. Donc vraiment pas au nord pour le coup. Mais forcément, en fait, ils n'allaient pas refaire Hong Kong Island tel que c'était. Ce que je trouve intéressant avec ça, c'est qu'en fait, le cinéma fait pareil. Nachidil, on a parlé tout à l'heure, le cinéma, c'est pareil. Il écrase le réel, il le déforme pour coller à la mise en scène et pour, en fait, l'intérêt du cinéma. C'est la magie du cinéma, quoi. Mais ce qui est marrant avec le jeu vidéo, c'est que donc il fait ça, mais en trahissant par sa map son geste. Donc pour le cinéma, on est obligé de faire le travail qu'a fait Nachidil, c'est-à-dire d'aller creuser soi-même les cartes pour comprendre un petit peu les manips qui ont été faites. Là, sur Sleeping Dogs, sur Shenmue 2, le travail il est déjà fait et on peut déjà voir en fait tout le trucage, on peut voir l'envers du décor un petit peu de cette reconstruction du territoire, ce qui est toujours intéressant à étudier. Donc dans Sleeping Dogs, on a un territoire qui est un petit peu écrasé, et dans Shenmue, en fait, c'est pas une carte qu'on a officiellement dans le jeu, celle que je vous montre là. La carte qu'on a dans le jeu, elle est toujours morcelée, elle est par morceaux comme vous voyez là. C'est des fois des petits morceaux dessinés par des gens qu'on va croiser dans la rue, ou des fois des cartes qu'on va pouvoir acheter sur ce distributeur qu'on peut voir en haut à gauche, qu'on va devoir assembler du coup mentalement. Mais à l'arrivée, ça donne ça, et ça donne en fait un Hong Kong qui est représenté par 3 de ces lieux seulement. C'est-à-dire qu'il y a Kowloon qu'on a déjà vu, et ensuite il va y avoir donc Wan Chai, qui est le quartier commerçant de Hong Kong Island, et Aberdeen, qui vont être du coup 2 quartiers qui sont représentés et qui vont être reliés artificiellement comme ça, juste par une zone de chargement, parce que c'est les 2 seules zones du jeu qui sont modélisées. Tout ça, ça va aller dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, ça va dire que ça va hiérarchiser
Hong Kong comme un espace linéaire de jeux vidéo. Alors c'est un monde ouvert quand même, mais linéaire au sens où on va accéder à ces 3 zones les unes après les autres. Et c'est marrant parce qu'encore une fois, du coup, ça classe par zone de difficulté les différentes régions de Hong Kong. Donc on a dit, Kowloon c'est le boss final, Wan Chai c'est le niveau normal, entre guillemets, c'est la zone commerçante, voilà, c'est à peu près le Hong Kong standard, celui qui va être le plus classique. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que ça va être le premier jeu dont on parle jusqu'ici à nous montrer un endroit tranquille. Un endroit tranquille dans Hong Kong, c'est en fait Aberdeen, la zone portuaire, dans laquelle donc j'ai un truc noir, Ryo Azuki va arriver au début de son épopée à Hong Kong, et qui va être une zone où il n'y aura pas encore trop à s'inquiéter. Voilà, c'est une manière pour le jeu de nous introduire à l'aventure, mais c'est aussi l'occasion pour lui de nous présenter un territoire qui est rarement représenté dans les jeux vidéo qui se passent à Hong Kong. En tout cas, c'est un de ceux qu'on n'a pas trop vu jusqu'ici. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, ça va se ressentir dans le gameplay. Shenmue 2, c'est pas qu'un jeu de conquête par la violence. C'est pas seulement un jeu de bagarre de rue, c'est pas un jeu d'horreur comme ceux qu'on a vu à Kowloon, c'est aussi un jeu où donc la conquête du territoire, elle passe par le fait d'habiter ce territoire. Et donc de l'habiter, ça veut dire de commencer à connaître les gens qui y habitent, de commencer à connaître les différents points d'intérêt qui vont y être, et aussi d'y faire sa place. Et faire sa place, ça peut aussi prendre la forme de trouver des petits boulots là-bas, par exemple, pour connaître les gens, se faire un peu d'argent, etc., etc. Et par exemple, donc dans Shenmue, qu'est-ce qu'on fait? On va porter des caisses avec du coup des locaux en Marseille comme ça qui vont porter des caisses avec nous et qui vont nous accompagner dans la découverte de ce quartier-là. Donc ça nous amène sur des territoires un petit peu différents. Je vais peut-être te laisser Nashdil prendre la suite sur... Oui, des territoires différents qui sont peu fréquents donc dans le jeu vidéo, mais qui sont en fait assez peu fréquents au cinéma également. Alors évidemment, sont beaucoup plus fréquents dans les représentations endogènes du territoire que dans les représentations exogènes, c'est-à-dire que Hollywood va très très rarement mettre en avant ces territoires qui sont ce Hong Kong loin du tumulte, mais ça va apparaître dans les représentations endogènes. Et donc là je vous ai mis par exemple une capture de As Tears Go By, donc 1988 Wong Kar-wai, où on voit 2 personnages qui sont interprétés par Andy Lau et Maggie Cheung, et donc qui sont sur l'île de Lantau, dans un petit village de Lantau. Ce qui est assez intéressant, c'est que dans As Tears Go By, il y a vraiment une dualité qui apparaît dès le début entre le Hong Kong qu'on a pu voir jusque-là, c'est-à-dire un Hong Kong nocturne, dense, de la criminalité, un Hong Kong qui bouge sans cesse, un Hong Kong mouvant, un Hong Kong bruyant également, et puis ce contrepoint vers une nature, des espaces préservés, un peu fantasmés. Et donc on le voit par exemple ici, c'est la première image de As Tears Go By. Et en fait la nature, elle est présente uniquement sur les écrans cathodiques. On voit le ciel et les nuages juste sur des télés. Et donc il y a vraiment ce contrepoint, en tout cas comme un appel vers ces territoires-là. Dans As Tears Go By, en fait, on va avoir vraiment une dualité. Le film va se construire dans cette dualité entre 2 territoires, entre Kowloon, enfin l'espace de Kowloon, et le village, je pense que c'est Tai O. En tout cas, j'ai essayé de voir quel pouvait être ce village-là. Je pense que c'est le village de Tai O. En tout cas, c'est sûr que c'est sur Lantau, puisqu'on a le port de Mui Wo qui est représenté dans le film. Et donc en fait, rien qu'à la lecture de cette carte, vous pouvez presque imaginer, si vous ne l'avez pas vu As Tears Go By, vous pouvez presque imaginer la trame scénaristique, rien qu'en regardant cette carte. Pourquoi ? Vous voyez, il y a 3 personnages, Wa, Ngor et Fly. Wa et Fly sont en fait deux amis, 2 hommes qui sont des petits criminels, mais qui vont essayer de monter un peu les échelons. Et ils sont ancrés à Kowloon, parce que le lieu de la criminalité, il est montré comme étant à Kowloon. Et en face, on a Ngor, donc cette femme, qui est en fait ce souffle, cette respiration, qui, elle, est ancrée à Lantau. Et donc toutes les scènes, et donc tout l'enjeu va être Wa, le personnage de Wa, qu'est-ce qu'il va choisir entre cette criminalité et finalement ce cycle de destruction qu'on va retrouver à Kowloon, et la beauté, la tranquillité et l'amour qui l'attend à Lantau. Bon, je pense qu'avec juste avec la carte, vous imaginez quelle va être la fin, mais je vous dis rien, je vous spoil pas, c'est juste les mouvements et les lieux d'ancrage dans le film. Et donc du coup, on voit cette
extrême dualité entre les deux, mais qui permet malgré tout d'avoir ces représentations de ces temps morts, ou en tout cas, enfin, ces temps morts, c'est-à-dire ces temps de respiration. C'est pas mort, au contraire, c'est des temps de vie. Hein. Le terme est peut-être mal choisi. Et cette dualité-là de Hong Kong, elle est très présente dans As Tears Go By, avec cette rupture entre finalement l'urbanité et la nature. Ensuite, dans Chungking Express, il va transformer cette dualité entre Kowloon et Hong Kong Island, puisque le film se divise entre ces deux territoires-là. Mais en tout cas, pour l'heure, c'est ce que montre cette dualité de Hong Kong, mais en même temps cette complémentarité que met en scène Wong Kar-wai. Alors je vais passer assez rapidement dessus parce que l'heure tourne, mais un des jeux qui est le plus représentatif justement de ce Hong Kong plus tranquille, c'est Summer's End Hong Kong 1986, qui est un jeu donc, du studio Oracle and Bones sorti en 2020 et qui est fait par des gens, pour le coup, vraiment de Hong Kong. Voilà, on avait promis qu'à partir de ce moment-là, on parlait de jeux faits par des gens qui connaissent Hong Kong, qui ont vécu à Hong Kong, et bien là c'est le cas, et ce sera le cas pour les suivants aussi. Donc pour le coup, en jeu vidéo, c'est le seul jeu vidéo qu'on ait trouvé qui soit aussi éloigné des logiques de mise en scène, de la criminalité, de l'horreur, etc., etc. Summer's End, c'est vraiment donc un jeu qui se passe donc avant la rétrocession à la Chine, donc qui se passe en 1986, et qui va vraiment raconter du coup, c'est un visual novel. C'est un visual novel qui va raconter en gros une romance lesbienne entre deux femmes, du coup, logique, et donc qui va raconter aussi beaucoup de choses de ce que c'est que de vivre à Hong Kong en 1986. Donc ça va être, à travers le jeu qui dure entre 5 et 7 heures, ça va être un parcours sur le territoire. Alors là, je pense que vous êtes un petit peu loin pour lire ce qui est marqué, mais en gros, tous les lieux sont toujours nommés à chaque fois qu'elle se déplace dans les différents lieux. Les images que vous voyez en fond, les artworks en fait, sont aussi des artworks qui sont issus des souvenirs des développeuses du jeu. Et il y a l'idée en fait d'utiliser ce jeu, donc ce visual novel, cette romance, comme une façon de garder une trace de la mémoire du Hong Kong d'avant rétrocession. Ça nous amène tranquillement vers la dernière partie de notre conférence. Mais je recommande déjà à fond ce jeu parce que je trouve qu'il est super. Et il permet en fait d'avoir aussi des choses qu'on voit jamais dans le jeu vidéo sur le sujet de Hong Kong. C'est par exemple donc ces deux jeunes femmes qui sont au vidéoclub et qui discutent cinéphilie. Et c'est quoi d'être cinéphile à Hong Kong en 1986 ? Et ça paraît tout bête, hein, mais en fait dans le jeu vidéo, on n'a pas ça en général. C'est pareil, ça va être aussi des discussions sur tout simplement comment on se sent à quelques années de la rétrocession et comment on voit le truc, comment on imagine l'avenir à cette époque-là. Ça va aussi être une manière d'aller peut-être, alors tirer peut-être de manière un petit peu extrême dans l'autre sens, mais donc le personnage principal habite à Kowloon avec sa mère. On voit donc un appartement de Kowloon là en bas à droite. Bon, on est quand même vachement loin de l'imagerie de Kowloon qu'on a eu jusqu'ici. On ne s'imagine pas de monstres ou de malfrats sortir de derrière le comptoir de derrière. Donc peut-être que c'est un peu exagéré dans l'autre sens, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça permet d'avoir aussi de s'apaiser un peu, de respirer un peu et de se dire, en fait, Hong Kong, c'est des gens qui vivent, Ils vivent aussi leur vie et c'est pas toujours des fusillades et des événements, on va dire, qui sont des événements extrêmes en termes d'action. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus parce que il faut qu'on avance, mais voilà, grosse recommandation sur ce jeu et sur ceux qui vont suivre. D'une certaine manière, tu viens de le dire, c'est aussi une représentation effectivement de l'avant-rétrocession. Donc il peut aussi y avoir tout le fait que ce soit calme, apaisé et ce côté un peu lumineux de Hong Kong, ça a aussi une portée extrêmement politique. Parce que, effectivement, depuis les années 80-90, on a le politique est jamais absent des fictions hongkongaises. Le politique est sans cesse main dans la main avec le cinéma. Et parfois, il intervient de manière plus ou moins évidente. Donc, je vais vous mettre 2 extraits. Donc, le premier, c'est... Non, mais c'est pas grave. On peut commencer par celui-là. Non, mais c'est pas grave. Je vais plutôt vous montrer ces captures et après on fera parce qu'on n'a pas assez de temps. Donc, je vais pas vous montrer l'extrait, mais juste vous évoquer Infernal Affairs 2. Dans Infernal Affairs 2, à la toute fin du film, on a ce moment de la rétrocession. Et donc,
pour recontextualiser, parce qu'à nouveau, c'est un point qui est quand même important, Hong Kong est devenu britannique suite à la première guerre de l'opium, la défaite des Chinois face aux Britanniques. Donc c'était en 1842. En 1843, officiellement, Hong Kong devient britannique. Juste Hong Kong, en fait, une partie de Hong Kong, c'est du côté de Hong Kong Island. Petit à petit, la Chine grignote du territoire hongkongais, notamment Kowloon. L'Angleterre, pardon, grignote du territoire hongkongais suite à la deuxième guerre de l'opium. Et puis, en 1898, le territoire chinois cède les nouveaux territoires aux Britanniques pour 99 ans. Et donc, 99 ans, ça nous renvoie 1997. Arrive 1997, c'est le moment de la rétrocession. Et les Britanniques décident de rétrocéder l'entièreté du territoire hongkongais, parce que ça aurait été hyper bizarre à ce moment-là de ne céder que les nouveaux territoires, de garder Hong Kong Island, bref. Donc, ils cèdent, enfin, il y a cette rétrocession qui se met en place. Et en fait, dès les années 80, une bonne partie des citoyens hongkongais et surtout des réalisateurs hongkongais vont être terrifiés à la perspective de cette rétrocession et à la perspective d'un après qui est absolument indécis. Ils ne savent pas du tout quel visage aura Hong Kong à ce moment-là. Et donc cette rétrocession, elle va infuser, enfin cet imaginaire de la rétrocession va infuser le cinéma hongkongais, et que ce soit avant ou après la rétrocession. Donc là, typiquement, pour Infernal Affairs, c'est après. Mais on a une représentation vraiment qui dure longtemps en plus dans le film, où on voit tout le processus de la rétrocession avec le drapeau britannique qui est descendu, le drapeau hongkongais qui va être monté et qui va flotter à côté du drapeau chinois, les badges des policiers de Hong Kong qui vont être changés, hein. On passe de badges de l'Empire britannique à des badges de Hong Kong, et donc d'un Hong Kong chinois. Et donc, on va avoir vraiment une mise en scène extrêmement forte et très solennelle de cet événement-là. Parfois, donc là, c'est vraiment mis en scène de manière très frontale. Parfois, ça va être mis en scène de manière beaucoup plus poétique ou moins évidente. Et c'est notamment le cas dans Chungking Express. Et du coup, c'est l'extrait numéro 10. Extrait numéro 10. C'est l'extrait là.唔該，有冇5月1號到期罐頭菠蘿？今日幾號啊？4月30咯。係咯，聽日過期啲我哋唔會擺出嚟㗎。仲有2個鐘嘅，減咗收咗。喂，過咗期啲有冇人愛㗎咯？買梗係買新鮮㗎啦。新鮮咩新鮮啊？就係你呢種人啊，貪心悶搞嘅。喂，你知唔知整罐菠蘿使幾多心機啊？啊，又要種又要摘又要切，你話唔要就唔要啊？你有冇2個罐頭感受啊？阿生，我嚟打工㗎咋，我係賣嘢㗎。你叫我諗罐頭感受，你有冇諗我感受啊？我又要擔又要抬，仲要托啊！我確信啲罐頭永遠唔會過期啦，我懶得唔使做啊！諗住過期罐頭啊嘛，嗱，呢一箱送俾你，唔收你錢嘅。不知道從什麼時候開始，在每一個東西上面都有一個日子。秋刀魚會過期，肉醬也會過期，連保鮮紙都會過期。我開始懷疑，在這個世界上還有什麼東西是不會過期的。話叔啊，搞錢你已經係啱啦。過期唔要。Alors, on va directement enchaîner sur la question du jeu vidéo et de comment se traduit cet aspect politique-là, avec quand même une mention pour un des premiers jeux ouvertement politiques hongkongais, Hong Kong 97, aussi parfois appelé le pire jeu jamais conçu. Ah oui, on peut quand même profiter un peu de sa musique. On est short niveau temps, mais on va quand même pas rater ça. C'est une boucle de 4 secondes. Du coup, donc en gros, pour parler rapidement de ce jeu, c'est vrai que c'est assez perturbant que ça défile devant.
Donc c'est réalisé en 95, donc, avant 97, hein, c'est un jeu de science-fiction par quelqu'un dont le pseudo est Kowloon Kurosawa, sous le faux nom donc, de Happysoft. Enfin, il s'invente un studio qu'il ne possède pas du tout pour ce jeu-là. Et donc c'est un jeu complètement, c'est un jeu pirate en fait, c'est-à-dire qu'il a vraiment trafiqué une cartouche de Super Nintendo pour pouvoir vendre ce jeu sous le manteau, en jeu un peu punk et en jeu volontairement cassé, volontairement très mauvais. C'est vraiment pour ça. Mais il y a quand même vraiment un aspect politique. Hong Kong 97, hein, mine de rien, c'est le Hong Kong de la rétrocession. Et donc dans l'histoire du jeu, pour le dire très rapidement, donc c'est un personnage qui s'appelle Chin, qui est incarné par Jackie Chan donc dans les images, qui doit affronter les Chinois au moment de la rétrocession. Et donc le boss final que vous avez vu à l'écran, c'est la tête de Deng Xiaoping, ressuscitée pour être transformée en arme de destruction massive. Donc voilà, c'est un jeu qui est vraiment anti-chinois, qui est, bon, quand on lit le texte de base, qui est pas hyper subtil, qui est quand même à la limite raciste, et donc qui est volontairement assez terrible. En plus, il y a une polémique associée au jeu, parce qu'il a utilisé une image de vrai cadavre pour l'écran de Game Over, donc on vous l'a épargné ici. Mais voilà, c'était vraiment un jeu qui était très particulier, mais qui, mine de rien, quand on regarde un petit peu l'histoire aujourd'hui, et puis quand on regarde l'industrie du jeu vidéo aujourd'hui, ce qu'elle produit en termes de production politique qui viennent de Hong Kong, a été un peu précurseur en fait. Du jeu vidéo fait vraiment en solo, fait avec les moyens du bord, et fait pour exprimer un mécontentement politique. On peut directement regarder, pour commencer, et pour citer des exemples très rapides, aujourd'hui, en fait, les moyens de production du jeu vidéo sont beaucoup plus faciles d'accès qu'à l'époque. Et même qu'à l'époque de Hong Kong 97. Parce que Hong Kong 97, il devait lui-même en fait, mettre son jeu dans les cartouches et vendre les cartouches, ou les donner d'ailleurs. Aujourd'hui, en fait, c'est pas seulement les moyens de production qui sont plus simples d'accès, c'est les moyens de diffusion aussi. Et donc là, on a des jeux qui peuvent être mis soit sur itch.io par exemple pour le jeu vidéo, des jeux gratuits, soit même sur les stores des téléphones, c'est pas forcément si compliqué. Là, on a deux exemples. Donc, un jeu très simple en pixel art qui est très rapide, qui a vraiment été fait par quelqu'un qui n'est pas du tout développeur de jeux vidéo, qui s'appelle Escape from Poly U, et qui est en fait basé sur les événements au moment des manifestations donc, qui ont eu lieu en 2019, et où les étudiants de la Polytechnic University de Hong Kong ont dû échapper au barrage de la police en passant par les égouts. Donc c'est un jeu très court, quasiment pas interactif, mais qui raconte ça, et qui, mine de rien, va avoir une portée, parce que c'est dur aujourd'hui de parler de ça quand on est à Hong Kong. La censure, elle est très très stricte. Autre exemple, donc, un développeur de jeux mobiles qui a choisi de développer ce jeu mobile, qui n'était pas forcément développeur de jeux mobiles avant, qui a choisi de créer ce jeu, qui est un jeu narratif, où en fait on va jouer un militant lors des manifestations de 2019, et donc on va avoir comme ça toute une gestion de l'opinion publique. On va essayer de ne pas être en prison, on va essayer de mettre le plus les gens de notre côté, et on va avoir quelque chose qui est très documenté en fait. Bon, ça a été fait pendant la révolte, donc forcément il n'y a pas toutes les infos dedans, mais tout ce que ça raconte est très documenté. C'est resté 3 jours sur le store d'Android, enfin sur le Google Store. Et donc en fait Google a pas dit que c'était de la censure, il a dit que c'était parce que le jeu allait utiliser, alors je sais plus comment j'ai marqué ça, oui, il considérait que le jeu capitalisait sur des événements tragiques pour s'enrichir, et donc il a décidé de le supprimer au bout de 3 jours. Bon, pas sûr que ce soit exactement la raison de la suppression de l'application, mais en tout cas c'est dommage parce que du coup le jeu a été très important pendant ces 3 jours, il a beaucoup fait parler de lui. Malheureusement aujourd'hui il est absolument introuvable, à moins de vraiment diguer, mais nous on n'a pas réussi à le faire de notre côté. On continue au niveau de la production donc, de jeux hongkongais, surtout qui ont eu lieu donc, après les manifestations de 2014 et 2019. Ici, on a par exemple des images qui sont extraites de Liberate Hong Kong, Liberate HK, qui a été développé très rapidement, pareil, en une semaine, par une petite équipe qui voulait en priorité, en fait, pas forcément faire un jeu vidéo, on pourrait plus considérer ça comme une espèce d'œuvre d'art vidéoludique, interactive, dans laquelle le joueur ou la joueuse en fait, peut se déplacer dans une mini-map. En fait, on est au cœur d'une manifestation. La police nous balance des gaz lacrymogènes, nous flash, etc., vient nous arrêter. Il n'y a aucun moyen de réussir le jeu. On ne pourra que se faire arrêter ou tirer dessus. Et en attendant, le joueur ou la joueuse peut se balader donc, dans les décors, et en fait, vous pouvez le voir, il y a certains messages qui ont été glissés. Ici, on a les Lennon Walls, donc ces fameux murs de post-it avec tout un tas de slogans, de dessins, donc caricature de Winnie l'ourson. Donc vous pouvez voir Winnie l'ourson assis sur une poubelle. Pour celles et ceux qui connaissent pas, donc c'est en rapport avec le président chinois actuel, qui n'a pas beaucoup apprécié. Sur les différents murs, on a aussi donc, des panneaux textuels qui affichent des informations, par exemple les 5 demandes qui étaient proclamées, réclamées par les manifestants hongkongais. On a aussi quelques textes sur les incidents qui a eu lieu donc, à la station de métro Yuen Long avec
probablement une intervention de la mafia en t-shirt blanc, des images assez incroyables. Et donc le jeu en fait était surtout à destination de la population qui critiquait en fait les manifestants hongkongais. C'est pour leur montrer, regardez la réalité du terrain. Il y a une spécificité aussi, c'est qu'il a été développé. Enfin, il y a un portage en réalité virtuelle qui était disponible. On a pu le tester d'ailleurs en réalité virtuelle. Et c'est quand même extrêmement impressionnant. Les développeurs, par contre, ne voulaient pas en faire un jeu vidéo, quelque chose de divertissant. On revient sur l'éthique dont on parlait tout à l'heure avec Hong Kong 97, mais on peut n'empêche se demander qu'est-ce que ça aurait pu créer comme jeu, appelons ça comme ça. Si le concept avait été poussé jusqu'au bout, on aurait probablement le meilleur simulateur de manifestation du 21e siècle, notamment avec des efforts incroyables qui ont été mis en place par la population hongkongaise à cette époque, de réseaux, tu parlais là des smartphones avec Revolution Overtime, sur comment se déplacer dans la ville, comment esquiver la police, comment communiquer de manière libre. Et donc ça, c'est un exemple qui a eu lieu avec Liberate Hong Kong. Hop. Ici, on a la réponse chinoise qui s'appelle Everyone Eat the Traitor, qui a été disponible pareil pendant très peu de temps. C'était un jeu flash diffusé sur Internet, avec donc ce message. Alors de tête, c'est quelque chose comme Hong Kong appartient à la Chine et ne sera pas, comment j'avais noté ça, manipulé par des puissances étrangères. Ici, on a une petite BD qui ouvre le jeu avec des Américains qui lancent des dollars aux manifestants hongkongais, donc en gros pour les manipuler, les inciter à se rebeller. Derrière moi, malheureusement, on a Joshua Wong qui vient de se faire capturer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un espèce de jeu Plante versus Zombie où il faut littéralement empêcher des manifestants zombies qui doivent franchir une ligne. Et donc, on peut leur taper dessus avec des sandales ou une batte de baseball. Et pour certains personnages, il y a des mini-boss qu'on voit ici, donc avec Joshua Wong, Martin Lee, Jimmy Lai, par exemple, pareil en version caricaturale. Et ça fait aussi écho donc, avec Hong Kong 97 qui, cette fois, prenait un tout autre point de vue. Donc là, on est en 2019, 2020. Hop. Petite mention rapide aussi pour justement des jeux qui vont... On a beaucoup parlé là de jeux qui sont faits par des gens en très peu de temps, des jeux dont c'est pas le métier, etc. C'est pas les seuls jeux hongkongais qui existent. Et aujourd'hui, de plus en plus, il va y avoir des jeux en fait faits par des développeurs et des développeuses hongkongais. Alors, je l'ai dit, il n'y a pas d'industrie du jeu vidéo à Hong Kong. Et aujourd'hui, beaucoup des gens qui veulent faire du jeu vidéo à Hong Kong, ils veulent s'en servir aussi pour parler, avoir une parole politique en fait. Donc encore plus dur, évidemment parce que la censure est de pire en pire chaque année. Là en l'occurrence, alors Summer's End pourrait rentrer dans cette catégorie-là parce que c'est aussi un jeu, on l'a abordé tout à l'heure, qui est politique en fait en sous-texte. Mais ces deux jeux-là le sont plus ouvertement, on va dire. Ces deux jeux qui sont donc qui présentent des dystopies. Name of the Wheel, il va sortir cette année a priori, il n'est pas encore sorti. Tout est dessiné à la main, donc c'est un jeu qui est vraiment hyper beau et qui vont en fait utiliser des éléments de science-fiction pour aller parler très clairement de Hong Kong, de la censure, de tout ce qui s'est passé post-rétrocession, etc., etc. Name of the Wheel, donc c'est en fait ça parle toujours de la mémoire en fait finalement. On en revient toujours à cette question de la mémoire dans le jeu vidéo. C'est quelque chose qui a été présent un peu tout le long de la présentation. Name of the Wheel, donc on fait partie d'une société où tout le monde a des masques d'enfants souriants et où personne ne sait en fait. Enfin, tout le monde ignore l'histoire en fait. Et tout l'enjeu de ce jeu-là, ça va être de sortir de la propagande qu'on nous apprend à l'école et d'essayer de découvrir la réalité de ce qui s'est passé par le passé. Donc Hong Kong n'est pas cité, il n'y a jamais de citation d'éléments réels, mais bon, c'est assez clair et assez évident que le jeu parle de ça. Thousand Resist, c'est un peu la même chose, encore plus, je dirais, caché, parce que là, vraiment, on a une histoire de SF qui se passe vraiment avec des vaisseaux spatiaux, un univers qui a beaucoup plus d'éléments classiques, on va dire, de la science-fiction, mais où, en fait, tous les personnages vont obéir à une mère... bon, clairement, c'est la référence à la Chine, c'est une espèce de mère qui va parler à tous les personnages par télépathie et qui va leur apprendre des choses qui sont de la propagande en l'occurrence et dont les personnages vont devoir apprendre à se détacher au fur et à mesure. En plus, on sait que c'est des gens de Hong Kong qui ont fait ce jeu-là, donc voilà, il y a assez peu de doutes sur la question. En l'occurrence, tous ces créateurs, ces créatrices dont je parle, donc ceux de ces jeux-là et ceux de Summer's End, sont tous des créateurs qui sont partis de Hong Kong pour pouvoir continuer leur jeu en fait, pour éviter la censure. C'était trop risqué et c'était trop instable en fait comme situation de rester à Hong Kong en faisant des jeux qui ouvertement critiquaient le gouvernement chinois, même par métaphore. Et donc la plupart de ces équipes en fait sont aujourd'hui au Canada. Et du coup en fait certaines équipes sont même anonymes, n'utilisent pas du tout leur nom chinois en fait, pour permettre à l'international que ça passe sans même qu'on sache que ces jeux viennent de gens qui ont vécu à Hong Kong en fait. Alors
on a les infos, nous en l'occurrence, parce qu'on a une intervenante qui est intervenue samedi dernier, qui est elle spécialiste de la curation de jeux hongkongais, donc elle a les insights sur cette question-là, mais c'est des jeux qui s'expriment en fait sans vraiment pouvoir le faire totalement à découvert. D'ailleurs, les jeux qu'on a vus avant, vous avez vu peut-être des fois dans le texte, c'était marqué que les jeux étaient anonymes. C'est des jeux, si jamais les gens qui les ont faits sont identifiés, ils sont vraiment en danger, particulièrement s'ils sont à Hong Kong, et même s'ils sont loin de Hong Kong, ils n'ont pas forcément envie non plus de se mettre le gouvernement chinois à dos, quoi. Et pour conclure, en tout cas pour se diriger vers la conclusion de cette partie des jeux vidéo et de la politique, on a commencé donc par s'approcher un petit peu d'Hong Kong, ce point de vue occidental, les tours, les points de vue aériens, etc. Essayer de mettre un petit peu les pieds au sol avec les visions, les représentations, soit dans le cinéma, soit dans les jeux, par la population elle-même. Et là, finalement, malheureusement, on doit en repartir d'une certaine manière. Et ici, donc, on trouve des exemples, notamment, ici, on a Nguai Chung, donc un joueur de Hearthstone, qui avait manifesté son soutien durant un streaming avec des streamers taïwanais aux manifestations donc, de Hong Kong. À ce moment-là, le stream a été coupé pour laisser place à une petite page de pub. Le joueur, qui était donc un champion, a perdu son titre, a perdu son argent, en tout cas qu'il avait remporté avec le trophée. Il a été banni pendant 1 an. Les streamers aussi ont été bannis. En tout cas, ils ont une rupture de contrat entre Blizzard Entertainment et les streamers ici. Il y aura une vague de soutien qui va se faire dans des universités américaines, par exemple sur des tournois de Hearthstone, qui elles aussi vont avoir leur stream coupé et banni en bonus. Des sénateurs américains vont envoyer des lettres à Blizzard pour leur dire qu'est-ce que c'est que cette histoire donc, de censure par rapport à la liberté d'expression donc, de vos joueurs, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est en lien peut-être avec le fait que Blizzard Entertainment, il y ait des parts de l'entreprise qui soient détenues par Tencent, donc une entreprise chinoise? La réponse, ça va créer énormément de troubles. La réponse qu'il va avoir de la part de la communauté, ça va être aussi un appel au boycott et un détournement aussi des images. Donc là, on peut voir Mei en bas à droite dans le jeu Overwatch, qui va être aussi réutilisé. On va placer sur ce personnage donc différents symboles. Je vous laisse, c'est un extrait de vidéo, donc on a juste fait un arrêt sur image. Je vous laisse regarder la vidéo, qui pour le coup est pas mal, vaut le détour. Mais donc c'est cette réutilisation des personnages, de la pop culture, du monde du jeu vidéo. Tout à l'heure, tu parlais un petit peu aussi de cette diaspora, des gens qui sont partis au Canada. C'est quelque chose dont l'intervenante Alison Yang parlait la dernière fois, l'intérêt de créer des communautés, de pouvoir continuer à maintenir ce lien, à maintenir cette fameuse mémoire qu'on peut voir là dans un projet qui a eu lieu sur Minecraft qui s'appelle donc la librairie, on va dire non censurée, qui essaie de regrouper des textes dans des pays autoritaires, des articles, des livres, pour pouvoir les mettre à disposition dans des lieux un peu inconnus, des lieux qui n'étaient dont ce n'est pas la destination, on va dire, de ce genre d'écrit. Et donc, on a un groupe qui s'appelle Blockworks qui va créer une bibliothèque dans le jeu Minecraft qui va regrouper, faire un index, un inventaire de tout un tas d'articles et de livres donc, qui sont censurés dans certains pays pour pouvoir les mettre à disposition. Rapidement, sur GTA Online aussi, il y a eu des événements, pareil, des reprises, des manifestations. Donc, des joueurs hongkongais ont découvert qu'ils pouvaient un peu changer leur avatar pour avoir un casque jaune, un masque à gaz et un t-shirt noir. Commencer à mettre le feu à des voitures de police et aller mettre un peu le bazar dans des stations de métro. Des joueurs chinois apparemment vont capter ça et vont décider de prendre le skin CRS et de lancer des gaz lacrymogènes, donner des coups de matraque, etc. Malheureusement, j'ai pas trouvé de vidéo, en tout cas sur des sites français ou des sites anglais. Peut-être que vous aurez un peu plus de chance que moi. Et donc, en fait, je termine avec finalement le jeu le plus inoffensif du monde, en théorie, Animal Crossing. Une fois que le Covid a malheureusement arrêté les manifestations de 2019, tout le monde est confiné chez soi, on a des Hongkongais ont pu se retrouver en fait, à travers Animal Crossing pour, pareil, continuer à diffuser cette fameuse mémoire, diffuser les messages, faire part de leur soutien à différentes personnalités. Ici, en bas à gauche, on a par exemple un recueillement par rapport aux événements de la place Tiananmen. Donc, comme c'était plus possible dans le monde réel, on va le faire dans le monde virtuel. Et donc, je termine ici avec Joshua Wong, qui, pareil, d'une certaine manière, montre comment le jeu vidéo, en fait, si les manifestations, si l'engagement politique n'est plus possible, ou du moins trop dangereux sur le terrain, dans le monde réel, une possible voie peut être au niveau des univers virtuels. Donc toujours ce concept, par exemple, qui avait été utilisé pendant les manifestations avec Be Water de Bruce Lee, à savoir être fluide et investir un peu tous les territoires qu'on peut, maintenant on a une reprise un peu sur les mondes virtuels, à savoir comment on peut apparaître, détourner des figures de pop culture, des jeux, pour toujours y mettre du sens et toujours garder cette mémoire vivante finalement.
Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, la représentation du territoire, c'est des fois modéliser un territoire, mais là, en fait, on voit que le territoire, c'est les gens, en fait, qui viennent dans des espaces virtuels, qui sont pas censés être Hong Kong, mais en fait, c'est les gens qui l'amènent avec eux. Et puis on parlait de bannissement. Il y aurait eu des rumeurs comme quoi Animal Crossing était banni en Chine, ou du moins a disparu mystérieusement de certains sites de vente en ligne. Donc voilà, toujours, encore une fois, cette lutte pour trouver un espace auquel s'exprimer de manière politique ou artistique. Merci beaucoup.